Merci à tout le monde d'être présente pour cette nouvelle séance du séminaire critique de l'intelligence artificielle au Centre Internet et Société et donc en ligne. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Bertrand Payès de la CNIL, que je vais présenter dans un instant. C'est une séance qu'on voulait faire depuis un moment, depuis près d'un an. Elle était d'abord programmée au mois de mars, mais en raison du mouvement contre la réforme des retraites, on a souhaité le reporter. Euh, et donc, on tient cette séance dans un contexte un petit peu différent de celui qu'on avait envisagé au départ. Mais on est très heureux, et en fait, c'est assez pertinent de le faire aujourd'hui et que le débat sur la loi Jeux Olympiques, dont on va reparler dans un instant, euh, disons, est passé et qu'on passe dans une phase de mise en œuvre sur laquelle, disons, les informations peuvent être un peu plus rares. Euh, Donc, le séminaire critique de l'intelligence artificielle, on est à sa deuxième année. Je le co-anime avec Marie Garin, doctorante en mathématiques à l'ENS Paris-Saclay, qui est en pleine rédaction de thèse, mais qu'on salue malgré tout, et à qui on souhaite bon courage. On reçoit aujourd'hui Bertrand Payès, comme je le disais, qui est diplômé de Télécom Paris Tech et de Sciences Po, ingénieur des mines. Vous avez travaillé à l'ARCEP et à la CNIL au service de l'expertise technologique il y a quelques années, avant de rejoindre en 2013 plusieurs cabinet ministériel de personnes, donc Jean Pellerin ou Axel Lemaire en charge de l'économie numérique. Vous avez été, à partir de juillet 2018, coordinateur national de la stratégie pour l'intelligence artificielle du gouvernement français à la direction interministérielle du numérique, avant de rejoindre la CNIL en 2019 comme directeur des technologies et de l'innovation. Vous deviez intervenir au départ avec votre collègue euh, Félicien, qui était pris par une réunion ministérielle justement au sujet du règlement dédié à l'intelligence artificielle, et également Caroline Lequenros, qui est maître de conférence en droit public à l'université Côte d'Azur, qui n'a pas pu venir, mais qui a enregistré il y a quelques mois. En réalité, c'était d'abord pour la séance du mois de mars qu'elle avait enregistré une petite vidéo qu'on passera plus tard. Je vais du coup introduire en quelques minutes la séance pour rappeler un peu la pertinence en fait de s'intéresser aujourd'hui à cette question de la vidéosurveillance algorithmique et donc au lien entre intelligence artificielle et sécurité. Euh, j'ai rapidement évoqué tout à l'heure la loi Jeux Olympiques. Euh, En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser, donc je suis chercheur associé au Centre Internet et Société, et par ailleurs membre d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est aussi un acteur de ces controverses autour de la vidéosurveillance algorithmique. Et à la Quadrature, on a commencé à s'intéresser à ces technologies en 2019, technologies de vision assistée par ordinateur appliquées au champ de la sécurité, à un moment où, en fait, la perspective et le débat étaient surtout focalisés sur une application de la vidéosurveillance algorithmique, qui est celle de la reconnaissance faciale. Le gouvernement envisageant déjà à l'époque de l'expérimenter à grande échelle, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, qu'est-ce que la vidéosurveillance algorithmique? On va y revenir dans la première partie de cette séance, mais très généralement, ce sont l'application des techniques donc, de vision assistée par ordinateur aux activités de vidéosurveillance. Et donc, on couple ces algorithmes aux caméras placées sur la voie publique. La reconnaissance faciale étant l'une des applications possibles de ces technologies de vision assistée par ordinateur. Oui. Finalement, le contexte politique et son évolution ont fait, et puis sans doute des enjeux industriels sur lesquels on reviendra peut-être, on explique pourquoi la question de la reconnaissance faciale est passée au second plan et pourquoi, en fait, dans une relative opacité, souvent dans l'illégalité, enfin même systématiquement dans l'illégalité, euh, quasi systématiquement, les technologies de vidéosurveillance algorithmique se sont déployées d'abord à l'échelon local, à l'initiative de municipalités sur le territoire français. La CNIL, et on y reviendra, appelle depuis 2019 à un débat de manière parfois indirecte d'appeler en fait à une loi pour encadrer ces technologies extrêmement sensibles du point de vue des libertés publiques. Mais cette loi, donc, légalisant la vidéosurveillance algorithmique à titre expérimental, a été adoptée l'hiver dernier, au moment où on était censé, enfin, on préparait en tout cas l'organisation de cette séance, adoptée à l'Assemblée nationale par 59 voix pour et 14 contre. On parlait beaucoup de l'article 7 l'hiver dernier, mais c'est devenu l'article 10 au fil de l'examen parlementaire. Que prévoit cet article? Et on y reviendra dans la discussion. Donc, à titre expérimental, il permet l'usage de ces technologies jusqu'en mars 2025 pour tout type de manifestation sportive, récréative ou culturelle. Ces algorithmes seront branchés aux caméras de vidéosurveillance installées sur des drones
sur et aux abords de ces manifestations, ainsi que sur les réseaux de transport avoisinants, pour, je cite la loi, détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques, ou de les signaler. Donc, en fait, générer des alertes automatiques sur les écrans des opérateurs de vidéosurveillance à l'initiative donc des forces de police nationales ou municipales, mais également des services de sécurité des sociétés de transport. Le public est censé être préalablement informé, donc aux abords, enfin, dans les lieux où ces algorithmes sont susceptibles d'être employés. C'est le fruit d'un amendement parlementaire, qui précise, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis, ce qui représente disons, une possibilité de dérogation à cette information, à cette obligation d'informer le public. L'État qui acquiert ces dispositifs et les déploie en lien donc avec les forces de police les autorisera au cas par cas sur arrêté préfectoral. Et la CNIL est censée être informée de l'utilisation de ces algorithmes. On reviendra sur son rôle dans le cadre de cette expérimentation. Et j'en finis avec cette introduction en mentionnant les types d'événements que ces caméras sont susceptibles de détecter, types d'événements qui sont listés ou prévus dans le décret le décret d'application de l'article 10 de la loi, qui est paru le 30 août dernier. La présence ou l'utilisation d'armes, le non-respect par une personne ou d'un véhicule du sens de circulation commun, le franchissement ou la présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible, la présence d'une personne au sol à la suite d'une chute, un mouvement de foule, une densité trop importante de personnes et enfin des départs de feu. Donc, il y aura dans le cadre de ce décret une phase de conception et donc de test de ces algorithmes et ensuite une phase de déploiement expérimental, mais plus opérationnel, avec, je le disais tout à l'heure, des autorisations cas par cas. Et puis, je voulais finir cette introduction avant d'en venir à la structure, la manière dont on a souhaité organiser la discussion sur le timing, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est même pas à la phase de conception. Le calendrier est un peu tardif par rapport à l'échéance des Jeux Olympiques l'été prochain. Et je voulais citer donc ce rapport de la Cour des comptes qui estime que, je cite donc, d'un point de vue strictement opérationnel, la faisabilité du déploiement effectif de ces technologies pour les Jeux pose aujourd'hui question, compte tenu notamment du temps nécessaire pour tester ces technologies en conditions réelles, conditions nécessaires, précise la Cour des comptes, pour convaincre les propriétaires d'enceintes sportives de l'utilité de ces dispositifs et de leur capacité à absorber des flux importants de spectateurs à l'occasion d'un grand événement sportif, et de l'opportunité d'investir pour acquérir de tels équipements. La recherche de fournisseurs et la passation des marchés exigeront également du temps. Donc, c'est la phase de test, de conception que j'évoquais tout à l'heure. À ce stade, le recours à ces dispositifs lors des Jeux, écrit la Cour des comptes, reste donc incertain et l'intérêt des investissements correspondants reste à établir site par site, notamment pour les sites ayant vocation à accueillir des flux très importants de spectateurs. Voilà pour le cadrage général de la séance qu'on a souhaité organiser en 3 temps. D'abord, revenir sur l'aspect, disons, technique de ces technologies de vidéosurveillance algorithmique. Ensuite, une discussion sur l'encadrement juridique et peut-être le processus qui a mené à l'édification du cadre juridique désormais applicable. Et on entendra à cette occasion Caroline Lequenros. Et enfin, une discussion sur l'évaluation et le caractère donc expérimental de cet emploi de la vidéosurveillance algorithmique et le rôle que joue la CNIL dans ce processus. Et puis, on envisagera peut-être aussi, parce que je pense que c'est un peu une préfiguration du rôle que la CNIL est possiblement amenée à jouer, très probablement amenée à jouer dans les années à venir en matière de régulation de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, Bertrand Payet, je vous passe la parole. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, permet d'avoir cet échange. C'est un sujet qui nous a beaucoup occupé, en fait. Qu'est-ce que je... Ouais, je suis pas la seule. On ne vous entend plus. Si vous activez Je ne sais pas si vous nous pardon, entendez. Excusez-nous pour le Oui, problème. pardon, pas de problème. Donc, je disais merci. Pardon, j'ai perdu le son complètement. Donc, je disais donc merci beaucoup de me permettre de venir présenter. On a un sujet sur les caméras augmentées qui est. C'est bon là pour le son?
Je vérifie si c'est bon. Yes. On a un sujet sur les caméras augmentées qui nous occupe beaucoup depuis 2 ans, à la fois parce qu'il y a aussi des expérimentations pour les JO, et puis il y a aussi donc des souhaits de collectivité, et puis il y a aussi des acteurs commerciaux qui veulent utiliser ce type de solutions qui, j'y reviendrai, sont arrivés à maturité technique, en tout cas quasiment à maturité technique. L'autre aspect, voilà pour le sujet principal, du coup j'ai perdu mon fil. J'ai un support qui n'est pas équilibré par rapport aux 3 parties, mais je vous propose du coup de le dérouler et puis de s'arrêter et puis de discuter. Sachant que peut-être certains d'entre vous êtes plus experts que moi, que ce soit sur les aspects techniques ou les aspects de cadre juridique ou éthique ou de perception des populations. Alors, donc, alors, je suis désolé parce que j'ai Ouais, ça me repris fait le chier. slide. Tu Donc ça, réponds c'est ce pas qu'on a fait il y a activement un an. Il quand y a tu un an, fais on pour le avait film. soumis un procès de Non, ça. position sur les caméras Ah oui, augmentées, oui, oui. où Oui. justement on avait appelé à un débat sur la reconnaissance faciale, je pense en 2017 ou 2018. Et l'année dernière, on a refait une publication sur les caméras augmentées en disant, et j'y reviendrai si ça vous intéresse, dans quel cadre on peut finalement utiliser ce type de dispositif à droit constant, et à la fois pour quelle finalité et avec quelle modalité technique. Et donc, cette position a été fait l'objet de consultations, a été publiée en juillet 2022 et a éclairé le débat sur les Jeux Olympiques, tout en étant assez différent, puisque justement, comme vous l'avez dit, le débat sur les Jeux Olympiques a été justement l'occasion de donner une assise juridique légale, enfin, dans la loi, à certains traitements, ce qui est pour nous, autorité dépendante du Parlement, voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Voilà, si le Parlement nous dit la loi autorise à faire ci, comme ça, voilà, nous, ça nous résout un certain nombre de questions juridiques, ce qui n'est pas le cas quand ça relève du décret, et il est possible de faire des caméras augmentées sans loi d'ailleurs. Je sais bien. Dans l'agenda, oui, dans l'agenda, donc l'état de la technique. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, ça va être très rapide en fait, parce que c'est pas, je sais pas à quel point. Déjà, je suis pas un expert praticien du sujet, mais juste pour comprendre. Aujourd'hui, on a donc, des systèmes de caméras installés un peu partout. Donc, on a des caméras noir et blanc, couleur, de plus en plus en couleur, haute définition, et puis 4K, de plus en plus 4K aussi, qui sont déployés dans l'espace public. Donc ces caméras film, elles ont un cadre juridique spécifique qui est, en gros, ça doit être regardé, c'est conservé 1 mois, et puis voilà, ça permet soit pour en direct dans un centre de supervision urbain permettre à quelqu'un de détecter quelque chose, soit dans le cadre d'enquête de permettre de retrouver des déplacements de personnes ou d'identifier des personnes sur des lieux d'infraction. Ce qui a changé avec les progrès, on va dire, de l'intelligence artificielle, un terme un peu qui veut dire plein de choses, mais en gros, dans ce cas-là, de la vision par ordinateur, c'est qu'on a maintenant des choses beaucoup plus efficaces et rapides pour catégoriser ce qui est à l'intérieur de ce qui est dans ces images. Donc là, vous avez cette image, c'est une image qui vient de YOLO. YOLO, c'est une brique technique qui s'appelle You Only Look Once, qui est une brique qui permet de classifier des objets dans une image, voilà, et qui a comme propriété de pouvoir le faire en temps réel. Et donc, c'est un truc open source. Voilà. Dans les discussions qu'on a eues avec les industriels, la plupart des industriels vont utiliser cette brique-là ou une autre équivalente, mais celle-là en particulier, qui a en plus plusieurs niveaux de performance et de complexité, va utiliser cette brique-là comme brique d'entrée en fait de son système. Et c'est vraiment pas coûteux de faire un système de classification d'identification des choses là dans l'image. Aujourd'hui, c'est open source, il faut juste réussir à brancher, voilà, faut avoir une petite machine configurée voilà, qui va vous détecter les voitures, les bicyclettes, ces personnes, etc. Vous pouvez faire plus, évidemment, si vous voulez détecter des classes. Donc, c'est un classificateur, hein, c'est un classificateur d'objets dans le truc qui, du coup, permet aussi de les suivre. Et vous pouvez faire plus si vous voulez. Vous pouvez surentraîner YOLO pour reconnaître des classes particulières, les voitures rouges, les voitures de marque Peugeot, les voitures ou les personnes en groupe. Enfin, vous pouvez utiliser ça, c'est une brique de base qui vous permet. Donc là, aujourd'hui, ce qui fait que tout ce sujet émerge sur l'automatisation finalement de la vidéosurveillance, c'est que cette brique-là, elle est très mûre. Elle est, comme je disais, c'est disponible, c'est open source, et c'est en temps réel. Donc c'est vraiment
avec un bon informaticien, ça vous prend 2 jours si vous avez un flux de vidéo, ça vous prend 2 jours d'avoir un truc qui commence à classifier ce qui est sur la vidéo. Et évidemment, une fois que vous avez ça, vous pouvez juste loguer en disant, j'ai vu 8 voitures à telle heure, et puis 6 à telle heure, etc. Les, les, et donc les fournisseurs de solutions, tous plus ou moins avancés, du coup, ils commencent à proposer des solutions pour les centres de supervision, là, les centres de supervision là, comme ce qu'on voit là, donc qui ont eux comme contrainte évidemment ça coûte cher d'avoir quelqu'un qui regarde tout. L'attention d'une personne humaine, elle est beaucoup plus volatile que l'attention d'une machine. Voilà, donc il y a clairement une rencontre d'offres et de demandes entre des offreurs qui peuvent proposer des choses pas trop chères d'analyse d'image et des demandeurs qui ont des contraintes, même si à nouveau l'utilisation de la vidéosurveillance a 2 fonctions, hein, une fonction en direct et une fonction a posteriori pour des enquêtes, qui est peut-être celle qui est finalement le plus utile, enfin en tout cas pour les services d'enquête, pour les services de police et de gendarmerie, je pense qu'ils sont plus intéressés de la partie a posteriori que la partie en direct qui est généralement plutôt faite par les agents municipaux de la police municipale. 5h30. Non. Et donc donc ça c'est l'état de la technique. Et par rapport à, si je reprends le cas des événements, là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 événements qui ont finalement été choisis par le ministère de l'Intérieur, ça s'applique plus ou moins bien. Parce que, évidemment, dans YOLO, la catégorie armes, elle n'existe pas vraiment. Elle n'est pas très bonne, elle n'a pas une bonne perf, ça n'existe pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut réentraîner le logiciel pour qu'il reconnaisse des armes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai des situations avec des armes. Donc il faut que, parce que comme tous les systèmes, enfin je ne reviens pas là-dessus, je ne sais pas s'il faut le faire, mais tous les systèmes d'intelligence artificielle basés sur des statistiques comme ces systèmes par apprentissage, ils ne fonctionnent parce qu'on avait des jeux de données d'entraînement annotés dans lesquels on a dit là il y a des voitures, là il y a des piétons, là il y a des voitures, là il y a des piétons, là il y a etc. Donc, si on a dans le jeu de données, on n'a pas d'annotation sur là c'est une arme, ça c'est une autre arme, c'est un pistolet, ça c'est un fusil, ça c'est un couteau, etc. En général, l'intelligence artificielle, enfin, il y a des techniques pour essayer qu'elle trouve quand même ça, mais elle va globalement moins bien marcher. En tout cas, pas au niveau du tout de performance qu'on a pour ces classes-là. Et donc il y a une partie de ces événements qui sont beaucoup plus hypothétiques en termes de probabilité d'y arriver avec un bon taux. Techniquement, sur ces systèmes-là, on va mesurer 2 taux d'un point de vue technique, le taux de faux positif et le taux de faux négatif, qui sont eux-mêmes, qui peuvent être plus ou moins élevés, mais qui sont eux-mêmes corrélés négativement. Donc, si vous si vous voulez réduire le taux de faux positifs, c'est-à-dire si vous voulez éviter d'interpeller une personne qui n'a rien fait, vous allez mécaniquement augmenter le taux de faux négatif. Donc il y a forcément des gens qui sont dans l'événement que vous cherchez que vous n'allez pas avoir. Et tout ça, ces taux-là pouvant être bas ou tous les deux hauts, et dans le cas des armes, ils sont probablement assez hauts. À l'inverse, vous avez évidemment le sens de circulation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à détecter. Et potentiellement, le sens de la circulation ou le franchissement de zone, c'est des choses qu'on va d'ailleurs détecter d'un point de vue technique, pas avec des algorithmes par apprentissage, mais avec des techniques plus traditionnelles d'analyse d'image, de suivi de personnes, ou même de franchissement de zone. Si vous avez une caméra fixe, c'est facile de dire, dès que vous avez un pixel qui change de couleur dans la zone, que je trace le trait, et puis dans la zone là, vous avez un pixel qui change de couleur, ou 10 pixels qui changent de couleur, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est encore plus facile que de l'IA de faire ça. Et évidemment, sur ces cas d'usage-là, on voit bien que ça va être assez facile avec des bons taux de performance dans les 2 cas. Et enfin, il y a d'autres aspects qui sont plutôt de l'ordre de la recherche. Une personne au sol à la suite d'une chute. Alors là, dans le débat, pour aussi reprendre un peu le débat qu'on a eu avec le gouvernement, hein, nous, on leur a aussi signalé qu'une personne au sol, c'est pas pareil qu'une personne au sol à la suite d'une chute. Par exemple, j'ai vu une interview du PDG de 22, qui est une des principales startups un peu innovantes en France sur la vision la caméra intelligente, qui, lui, au titre de leur comité d'éthique propre, ce qu'ils proposent aux collectivités, ils refusent de détecter les personnes au sol parce qu'ils disent que c'est a priori un souhait des collectivités de détecter les SDF et donc d'embêter les SDF. De même qu'ils refusent, en tout cas ce qu'ils disent, en tout cas leur comité d'éthique leur a conseillé de refuser d'identifier les caravanes, qui sont aussi identifiées comme quelque chose de stigmatisant pour une partie de la population.
Et donc, du coup, l'article final du décret, il dit bien une personne au sol qui tombe. Alors, une personne au sol, c'est facile à détecter. Je regarde si je reconnais une personne là dans YOLO et puis je mets juste un timer pour dire si cette personne ne bouge pas pendant X temps. Je considère qu'elle est au sol. Enfin, si la forme de mon rectangle est plus longue que large, c'est qu'a priori elle est allongée et si elle reste X temps, c'est qu'elle est au sol. C'est évidemment beaucoup plus dur de détecter une personne qui tombe au sol, parce que ça veut dire qu'il faut beaucoup la suivre et vérifier quand est-ce qu'elle tombe. C'est aussi le cas sur les mouvements de foule qui font l'objet de travaux. Je crois qu'il y a des travaux, un chercheur à Rennes qui travaille là-dessus, où c'est aussi quelque chose de difficile à qualifier, même si on peut plus facilement le voir. Sur la densité, à l'inverse, c'est quelque chose de assez facile. Et de fait, si on prend l'exemple de la Ligue des Champions l'année dernière, où il y avait un problème d'orientation des flux a priori, puisque des flux, en raison d'une grève sur le RERB, les gens se sont déportés sur le RERD, sont allés vers le Stade de France par des entrées qui ne sont pas dimensionnées pour avoir des flux aussi importants. C'est sûr que si là, il y avait eu des caméras qui avaient donné une espèce de carte de chaleur, la densité, grâce à la caméra, on a une carte de chaleur de la densité des personnes, peut-être que le centre opérationnel aurait pu voir que la densité devenait trop importante sur certains flux et qu'il fallait envoyer des gens sur place pour leur dire de faire le tour. Et ça, de notre point de vue, c'est vrai que c'est pas très intrusif, quoi. Je vais y revenir, mais ce type de choses est évidemment pas très intrusif en termes de risque pour les personnes si on n'a qu'une carte de chaleur de densité. Et puis le dernier, là, si je reprends tous les exemples, le départ de feu, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez facile a priori. Et à nouveau, nous, dans notre analyse, qu'on a considéré comme, enfin, dont on pense qu'il est assez facile, mais il faut quand même avoir fait le petit exercice de tester des différents types de départ de feu, des explosions, des allumettes, des machins. Et puis, donc nous, dans notre analyse de ces cas, de ce décret événement là qu'on a eu à la CNIL en milieu d'année, voilà, on les évaluait aussi en fonction des risques et le cas de départ de feu ne semblait pas être le cas qui posait le plus de risques. Contrairement, par exemple, à la détection d'armes, à nouveau, où on va dire à la fois on anticipe des mauvais niveaux de performance, un parapluie versus un fusil, et puis en plus là, c'est probablement ça va conduire à une interpellation de la personne. En termes de droits et des personnes, c'est évidemment beaucoup plus risqué. Voilà. Et donc, du coup, peut-être pour le dire autrement, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle en tout cas caméra augmentée, nous, on va le refaire. Je vais reprendre les cas d'usage. Donc, on a des choses, on a des choses qui détectent donc des commissions d'infraction, stationnement interdit, circulation à contresens, dépôt sauvage d'ordures, des événements suspects, attroupement, présence anormalement longue d'une personne dans un lieu ou à un moment donné, des questions de circulation, détection de bagages embaumonnés, qui est aussi un choix et qui aussi techniquement peut se faire de deux façons différentes. Pareil, un bagage embaumonné, vous pouvez détecter un bagage et attendre, regarder depuis combien de temps il est là. Typiquement, on a des gens qui nous disent, non mais moi, détecter un bagage, c'est je détecte une personne qui tient un bagage et je détecte à un moment que la personne et le bagage se séparent. Et évidemment, ça, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus difficile à faire, même si c'est probablement plus proche de l'événement qu'on veut vraiment trouver. Et puis, on a aussi eu des cas dans le secteur public de mesure de l'affluence dans les transports en commun, donc qui était, alors il y avait eu le cas que vous avez entendu parler de mesure des taux de masques dans le métro, et puis il y a aussi d'autres entreprises qui essaient de mesurer juste en regardant une porte sur un quai de métro ou sur les portes des métros, regarder combien de personnes et dire le taux d'occupation et de temps. Et on l'a également, on a d'autres choses dans le secteur privé, sur l'audience des panneaux publicitaires ou sur l'analyse de fréquentation, là, donc avec d'autres systèmes. Donc l'audience des panneaux publicitaires, ça va être, par exemple, vous avez des panneaux numériques là qui vont. Donc il y en a certains qui proposent de faire la catégorisation des personnes qui regardent la pub. En disant là c'est une femme de 35 ans qui est en train de regarder, donc je lui mets une pub qui ressemble plutôt à ça. Et puis il y en a d'autres, je pense à une société qui s'appelle DJIS par exemple, qui fait du suivi de personnes dans les centres commerciaux. Donc il y avait un cas comme ça à Vélizy 2. En fait il va vous suivre avec votre profil, vos vêtements en fait et votre allure, votre démarche et suivre votre parcours dans le centre commercial. Une des finalités étant
la vente d'espaces, des espaces commerciaux dans le centre commercial, de dire, bah, voilà, il y a plus de gens qui vont à tel endroit et d'autres qui vont moins, qui vont à tel endroit. Peut-être le dernier point, et même si je dépasse la partie technique, nous, et on a un point de désaccord avec la Quadrature du Net là-dessus, nous, on a considéré que il y avait des caméras augmentées, y compris celles que je viens de décrire, qui ne sont pas des caméras biométriques. Alors, celle que je viens de décrire, c'est un peu limite, mais typiquement les détections de sens, en tout cas détection de sens de circulation, euh, il y a deux aspects. Même si je suis une personne, c'est bien une personne dont je vais détecter le sens, ce n'est pas de la biométrie au sens de l'article 9 du RGPD, de la biométrie étant un traitement de données, des caractéristiques physiques de la personne pour l'identifier. Donc, en tout cas, nous, le raisonnement qu'on a fait, qui est évidemment partagé avec le ministère de l'Intérieur, c'est que le traitement ne cherche pas à identifier les personnes. Du coup, ce n'est pas un traitement de données sensibles, donc c'est pas article 9, et donc ça n'a pas typiquement la question du consentement explicite de la personne au traitement, ce qui est ça que ça veut dire quand on a un traitement de données sensibles. Pour autant, il est vrai, et ça nous a été contesté, il est vrai que ça ne veut pas dire que ce pas des traitements qui permettent d'agir auprès de la personne. À nouveau, la détection d'armes, je ne vais pas chercher à identifier si c'est Bertrand Payès qui détient une arme, c'est pour ça que pour nous, ce n'est pas un traitement biométrique. À nouveau, c'est pas la reconnaissance faciale, c'est aussi une différence. Évidemment, par contre, ça peut conduire à ce que moi, Bertrand Payès, je me fasse interpeller, moi, personnellement, du fait de ce qui a été détecté sur la caméra. C'est un point important parce que, évidemment, le cadre légal n'est pas tout à fait le même selon qu'on a les données biométriques ou non. Mais on est, en tout cas, de notre côté, relativement certain de cette analyse sur le fait que l'article 9, du coup, ne s'applique pas, même si pour autant, il y a d'autres problèmes juridiques sur lesquels je reviendrai qui appellent des textes réglementaires ou législatifs. Je peux peut-être m'arrêter là. On Ouais, pose tu sur me la poses partie pas. technique, Ouais. histoire qu'on ait un échange sur cette première partie. Moi, j'aurais peut-être pour ouvrir le bal une première question sur en fait l'état, les acteurs français que vous avez certains donc rencontrés, vous avez évoqué Punchito. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la manière dont vous avez d'abord en fait découvert ce secteur, comment vous l'avez vu émerger, quelle est la nature un peu du dialogue que vous avez pu nouer avec ces acteurs, et en restant vraiment sur l'aspect, parce qu'il y avait évidemment plein d'enjeux juridiques, j'imagine, qui se posaient pour eux, mais sur les aspects techniques, notamment sur l'accès aux données d'entraînement. En fait, je me posais la question de savoir par quels moyens en fait, ces acteurs avaient la possibilité d'entraîner leurs algorithmes. Quand vous évoquiez YOLO, là j'imagine que la base de données c'est ImageNet, non sans doute. Je sais, en fait, j'aurais dû plus potasser, mais je ne sais pas quelle est la base de données derrière. Et en tout cas, c'est une base de données librement accessible, probablement la plupart du temps de données qui ne viennent pas d'Europe et pas de France. Enfin, d'une part, il y a deux choses YOLO. pour YOLO Ouais. et même d'ailleurs pour le reste. Et du coup, ma question c'est celle-ci. Donc, par quels moyens les entreprises européennes peuvent-elles avoir accès à des données suffisamment riches pour entraîner leurs algorithmes et leur permettre d'être suffisamment fins sur la détection de toutes sortes d'événements? Alors, ça, c'est une des questions compliquées à laquelle d'ailleurs la loi vise à répondre, hein, justement en promouvant un cadre expérimental qui leur permettra de récupérer des données réelles de voie publique française, hein, ce qui par ailleurs ce qui est un vrai sujet quand on veut déployer des algorithmes. On a plusieurs types d'acteurs. Si je reprends comment le dialogue s'est noué, en fait, on a des acteurs, des grands acteurs historiques de la biométrie, donc les IDEMIA, Thales, etc. Eux, ils ont un dialogue avec nous depuis longtemps. Alors, en général, plutôt sur la biométrie, donc les empreintes digitales ou les reconnaissances faciales, où on a le même type de sujet, même si c'est dans un contexte beaucoup plus précis. Je cite souvent une délibération de la CNIL que vous pouvez trouver sur le site de Légifrance de 2014 qui autorise Morpho, donc ex-IDEMIA, enfin non, IDEMIA ex-Morpho, à constituer des bases de données de R&D à des fins d'entraînement de leurs algorithmes d'empreintes digitales. Donc il y a eu un débat à cette époque, c'était mon premier passage à la CNIL, sur finalement comment ils sont à ici de Wino, donc complètement en France avec des données d'empreintes digitales, donc données à l'époque
pas des données sensibles au sens du RGPD, mais où il y avait une doctrine biométrie, une doctrine biométrie en France qui était à peu près aussi exigeante que celle du RGPD. Donc un espèce de dialogue et une autorisation pour 5 ans à des fins de R&D de conserver des bases de données d'empreintes digitales. Ces acteurs sont globaux, ils ont des clients à l'étranger, ils récupèrent des bases de données et vous avez sur la reconnaissance faciale, de toute façon, tous ces gens-là se testent tous sur le Facial Recognition Vendor Test du NIST, donc le test des fournisseurs de reconnaissance faciale du National Institute for Standards and Technology des États-Unis, qui est l'institut de standardisation américain, qui lui réalise tous les tests sur la reconnaissance faciale, note tous les fournisseurs. Donc chaque année, il y a un test et notamment des acteurs publics et notamment le FBI américain qualifie les fournisseurs sur la base de leurs résultats sur le RFVT, le Vendor Test du Facial Recognition. Donc c'est aussi comme ça qu'on les connaît, parce qu'il y a plusieurs Français qui sont pas mauvais, dont Idemia qui est très bon sur la reconnaissance faciale. Il y a d'autres choses intéressantes dans cette démarche, j'y reviendrai sur la partie régulation de l'IA, que nous on regarde avec intérêt. C'est que du coup, il y a un terrain de jeu, il y a des règles, on peut examiner des choses. Par exemple, il y a 3 ans, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter une présentation que quelqu'un d'Idemia avait faite sur le sujet à un événement sur l'IA à la Sorbonne, à la Jussieu, il y a quelques ans, qui est en ligne et qui est très, très intéressante. Il présentait comment le NIST a pris en compte les questions de fairness, donc de performance selon la couleur de peau, plus ou moins, on va dire, des systèmes de reconnaissance faciale. Et donc, bon, ils ont beaucoup discuté, etc. Et puis à la fin, ils ont dit il y a 2 critères. On a un critère qui est l'échelle de Fitzpatrick, ou je ne sais pas quoi, qui est un dermatologue, il y a 6 couleurs de peau dans la population humaine. Donc, vous devez avoir des taux harmonisés selon ces 6 couleurs de peau. Et vous devez avoir des taux harmonisés selon le pays d'origine des personnes, qui est aussi une information qu'ils ont notamment dans les bases du FBI. Et du coup, ils ont demandé aux fournisseurs de reconnaissance faciale de faire des protocoles de test sur ces 2 critères-là et d'arriver à certains niveaux de performance sur la fairness qui étaient ceux-là. Donc à la fois où ils déclinent, on va dire, de manière très technologique et évaluation, un principe qui était plutôt discuté de manière un peu encore théorique il y a pas si longtemps. Après, on a d'autres acteurs comme 22 ou d'autres qui sont plutôt des petites boîtes spécialisées. Enfin, après, donc on a ces gros acteurs qui sont plutôt sur du régalien, les services de police, etc. On a des petits acteurs qui viennent plutôt de l'IA, qui ont justement fait YOLO ou leur propre truc ou en ont pris d'autres, et qui ont développé des compétences là-dessus. Alors, on n'a pas forcément d'informations. Donc, nous, à ce stade, ce qu'on a lancé, c'est des phases à la fois de dialogue avec ces acteurs. On a lancé aussi des contrôles, mais plutôt là sur des collectivités. Donc, celles que pas les mêmes, mais en tout cas une partie celles que vous aviez citées, qui réutilisent ces utilisations. Donc, quand nous, on fait des contrôles, souvent, on est à 2 temps, donc on va voir la collectivité, et puis après, éventuellement, on va aller voir l'acteur derrière, en tant que sous-traitant, on va dire. Mais donc on a fait ces deux types de discussions. Ce qu'on sait sur de la part des acteurs économiques, donc il y en a une partie qui a effectivement fait ça, sans être très précis. La plupart, effectivement, ont l'air d'utiliser des bases d'apprentissage qui viennent de données hors France, voire hors Europe. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement légal RGPD, mais on va dire au moins ils n'ont pas. Voilà, je sais pas, voilà. Sachant que si c'est des données c'est pas tout à fait pareil, si c'est des données enfin ça dépend ce qu'on filme, quoi, en gros. Et je pense qu'il y a des cas en France où ils ont pu déployer, par exemple, vous avez une disposition légale sur le dépôt illégal d'ordures, qui est dans une loi climat, une des 5 lois climat depuis 10 ans, qui dit vous pouvez mettre une caméra intelligente qui va détecter un dépôt illégal d'ordures. Et donc ça, de fait, si c'est mis dans un espace technique, par exemple, de la Défense, un des cas qui nous avait été proposé, c'est à la Défense, dans les espèces de parking ou de sous-sol, etc. On veut détecter les gens qui viennent dropper des trucs à des endroits où ils n'ont pas le droit de le faire. Il peut y avoir des personnes physiques là-dedans, mais on peut aussi estimer qu'il n'y a pas beaucoup de personnes physiques là-dedans et que les données personnelles qui sont dans ces images-là, il y a peut-être des cas où il y a soit très peu de données personnelles, voire pas du tout de données personnelles. Et il n'est pas exclu que ces gens-là aient du coup pu utiliser ces données-là.
une des raisons qui les a bloqués, qui les a poussés à engager, pour un certain d'entre eux, à engager un dialogue avec nous, c'est aussi, effectivement, ils savent que le cadre légal est compliqué. Et donc, ils n'ont pas envie de faire les développements sur les choses interdites, ils n'ont pas envie de vendre des choses dont ils savent qu'ils sont tout à fait interdites. Donc après, là-dessus, c'est un peu l'éthique de chaque boîte. Il y a des boîtes qui essayent en tout cas, de consolider leur discours sur dire, OK, moi, je ne vends que des choses dont j'ai un topo qui explique que je suis capable d'expliquer pourquoi je pense que c'est légal. D'autres qui vont peut-être plutôt être dans une logique un peu plus pirate, on va dire. Euh, euh, mais, euh, mais voilà. Et puis après, il y a une troisième catégorie de boîtes qui sont plutôt des gens qui regardent le marché. Typiquement, il y a des acteurs de la vidéosurveillance, donc des gens qui vont installer la vidéosurveillance ou faire marcher des systèmes de vidéosurveillance qui se disent, ah bah, il faudrait que j'arrive à monter en valeur sur la partie analyse des images. Sans forcément qu'ils y arrivent. Et donc, du coup, dans ces gens-là, souvent, ils sont les tout premiers, les grandes boîtes qui ont des gros centres de R&D. Bon, bah, ils font les choses quand même de manière relativement scientifique, on va dire, avec de la méthode, des protocoles, des évaluations, avec la sécurité. Ceux du milieu aussi, mais plutôt avec une approche, on va dire, IA, mais quand même avec pas mal de questions. Et puis, il y a tout un paquet d'acteurs qui juste va récupérer les bouts de code, etc. Je tiens à dire que quand on récupère YOLO, un modèle entraîné, on peut récupérer juste le modèle sans les images. Donc, une des questions qui se pose pour nous et pour plein de gens, c'est qui va se poser dans les prochaines années, c'est est-ce que je peux récupérer un modèle ou est-ce que je suis obligé de ça? Est-ce que je peux utiliser un modèle dont je ne sais pas quelles ont été les images d'entraînement? Donc, je ne sais pas notamment si les images d'entraînement ont été légalement collectées, donc le modèle a été légalement entraîné ou pas. Et par ailleurs, je ne sais pas forcément les propriétés en termes justement d'équité ou de fairness sur le modèle entraîné. Évidemment, quand on a un modèle qui est entraîné sur des rues japonaises ou américaines, bah, il marche un peu moins bien. Je sais pas si ça répond à la question. J'étais très long, mais Quelle des questions, des aspects techniques? il y en a une en Il y en ligne, a je une en crois. ligne, ouais. Je vous la pose du coup. Sur la différence caméra augmentée et caméra biométrique, peut-être qu'on y reviendra dans les aspects juridiques. Peut-être, ouais. Mais par contre, la question de savoir donc, quelle est la politique des données liées aux caméras augmentées, traitement local ou serveur en ligne, donc récupération, exposition des données. Donc en fait, Alors, c'est le lieu de traitement ou l'infrastructure qui ouais. procède au traitement et à l'analyse de ces données lors des implémentations locales de la... Alors, peut y avoir tout type de choses, mais on constate, et de toute façon, je crois que le débat au Parlement l'avait très clairement fait apparaître. Donc, selon le traitement, il peut être fait de manière très locale. Il peut être fait dans la caméra. En fait, aujourd'hui, et une partie des industriels, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, même avoir des caméras bêtes, c'est compliqué. C'est-à-dire que quasiment tous les fournisseurs de caméras sont chinois. Et la plupart des fournisseurs de caméras les fournissent avec des micro-logiciels embarqués qui font déjà de l'analyse d'image. Ils font de l'analyse pour faire au moins de la correction colorimétrique et de la gestion de la luminosité, etc. Mais dans un certain nombre de cas, ils les vendent avec un système de type YOLO, de classification des trucs. Et donc, votre caméra, par défaut, entre guillemets, votre caméra, elle va en plus de l'image, elle va produire de la métadonnée en disant, par exemple, ce qu'elle voit dans l'image. Et donc, avoir une caméra qui est juste une caméra, c'est déjà visiblement, de discussions que j'avais avec plutôt des gros industriels, ils disaient c'est de plus en plus compliqué en fait de faire ça parce qu'en plus la chaîne d'approvisionnement elle n'est pas maîtrisée par ces industriels qui vendent des solutions. Et donc dans ces cas-là, vous avez des choses très locales. Et si je prends l'exemple du comptage de masques qu'il y avait eu dans l'époque du Covid, une partie de la proposition était aussi que le comptage était fait localement. Et donc ça ne sortait pas de la caméra. La caméra, elle sortait juste un chiffre qui était un pourcentage de gens masqués à chaque seconde ou à chaque minute, je ne sais rien. Et c'était une des mesures qui, d'un point de vue de protection des données, était d'ailleurs une bonne mesure de protection, même si après, c'est dire mais comment on accède à la caméra, voilà. Et en soi, c'était quelque chose d'intéressant. Il y a des cas où évidemment, en fait, le cas sans doute le plus probable pour les JO et notamment alors les JO, il va y avoir différents modèles de déploiement, mais il va y avoir, si je fais ça, je pense qu'il y aura un modèle de déploiement à la préfecture de police de Paris qui va concentrer le plus grand nombre, le plus grand site le plus grand nombre de sites olympiques et où l'objectif va être sans doute voilà, d'avoir une supervision un peu globale de l'ensemble, au moins des points chauds, donc le Stade de France, les sites de compétition, la gare de Châtelet-Les Halles,
un certain nombre de points chauds dans Paris. D'autres exemples qui nous ont été donnés, par exemple les marchés de Noël, c'est très différent. Pour le coup, on va avoir une infrastructure qui soit une infrastructure pérenne de la ville sur la place en question du village, la place de, je sais pas, j'ai en tête le marché de Noël de Metz. Voilà, c'est la place devant la cathédrale. Il y a peut-être un peu des caméras, mais peut-être qu'on va en rajouter pour le marché de Noël. Et après, on fera un centre de supervision urbain ou on ne fera pas un centre de supervision. Ce qu'il est probable, pour la partie en tout cas JO, événements, etc., il est probable qu'en fait, ce soit plutôt des systèmes qui vont être déployés à proximité des flux vidéo, de là où les flux vidéo arrivent, donc dans les centres de supervision. Et là, le logiciel va analyser les données qui viennent des différentes caméras. D'ailleurs, il y aura des phases, ce qu'on identifie, nous, il y a une phase d'entraînement d'algo et puis il y a une phase de calibration de l'algo au contexte spécifique de son usage dans la caméra. Donc, en fait, on a un algo qui détecte des choses et puis en fait, quand on le met une caméra, alors notamment une caméra fixe, on va lui réapprendre pendant 2 jours, on va lui réapprendre la configuration, notamment pour qu'il enlève les poteaux, il enlève tous les éléments fixes du décor, par exemple, qu'on lui dise bien, ça, il ne faut pas en tenir compte. Ce pas des éléments qui doivent servir dans la décision, qui sont évidemment les éléments fixes du décor, qui sont différents à chaque fois de caméra. Ce qui soulève d'autres questions, par exemple, si vous utilisez des caméras comme ça sur des drones, sur les éléments mobiles, où là, les techniques d'apprentissage vont être beaucoup plus difficiles, en fait, en termes de détection, parce que vous allez en plus à une caméra qui est elle-même mouvante. Donc souvent dans des, on va dire, des infrastructures informatiques qui supportent déjà le système de vidéosurveillance, va venir s'installer ces systèmes de caméras. On le pense, on pense que c'est quand même ça le gros usage dans la sphère régalienne, notamment collectivité, etc. Et on a plutôt l'impression que les fournisseurs de solutions proposent ça, de dire je vous installe chez vous un serveur qui va vous faire l'analyse. Voilà. Sur la partie commerciale, ça va être sans doute être un peu plus déporté dans le cloud, mais en tout cas, sur toute la partie et on l'a vu en tout cas sur le JO, les parlementaires ont rajouté, vous faites l'ANSSI vérifie, et en vrai, tout ça va être dans des infrastructures assez sécurisées, assez sécurisées. Je pense que ça répond à peu près aux questions. Et il y en a une autre sur n'y a-t-il pas dans le cas des dépôts d'ordures illégaux des amendes qui peuvent produire et donc des données sensibles obtenues pour identifier les individus. Alors, je ne sais pas, pour le dépôt d'ordures, je ne sais pas à quel point c'est automatisé. Si c'est juste, ça permet de signaler, de faire un signalement. C'est également le cas, je crois, dans le décret sur la loi JO. Hein, il y a marqué que c'est juste un signalement d'attention auprès des forces de l'ordre. Il ne peut y avoir aucune décision qui est prise automatiquement sur la base de la caméra augmentée. C'est juste un signalement d'attention. Et donc, concrètement, nous, ce qu'on imagine, c'est un point en disant, attention, là, vous avez c'est passé quelque chose, un des événements. Idéalement, avec un score de confiance, parce que c'est une approche statistique, donc sans doute avec un score de confiance, mais peut-être pas, peut-être juste une couleur. Voilà. Et ensuite, charge au centre opérationnel de décider de faire quelque chose, de dire non, mais c'est rien. Voilà. C'est un peu différent dans le cas des magasins, notamment on a une émergence de magasins autonomes. Vous avez peut-être entendu Amazon Go, par exemple, aux États-Unis. Donc là, c'est des magasins qui vous rentrez, vous sortez, vous avez vu personne, vous n'avez rien fait et ça vous facture et ça vous fait payer. Et donc là, pour le coup, il y a une décision automatique, quasi automatique. Je reviens sur vous parliez donc des traitements, des catégorisations d'objets réalisés en local sur les caméras et non au niveau du centre de supervision urbain, là où la Chine et les flux. Vous savez, si en l'état, les hyperviseurs, donc les logiciels qui gèrent justement ces flux d'images dans les centres de supervision urbain, s'ils présentent en fait ces métadonnées collectées au niveau des caméras, et c'est une architecture de stockage en fait de ces métadonnées en France. En fait, là, moi, je touche un peu ma limite sur ce qui est les fonctionnalités des centres de supervision urbain. En tout cas, j'ai l'impression que les systèmes, eux, ils loguent. C'est-à-dire ils vont dater. Typiquement, ils vont loguer un truc disant à telle heure, sur telle caméra. Probablement, ils vont aussi loguer l'endroit sur l'image. Donc, ils vont décrire le rectangle là, en disant dans tel rectangle, j'ai détecté tel événement. Et donc, ça, ce log-là. Et après, il faut avoir un autre logiciel informatique qui, du coup, vous l'affiche. Ouais. Voilà. Une des questions qu'on a, c'est sur le côté temps réel. C'est une des questions, du dialogue qu'on a, c'est est-ce qu'en temps réel, parce que hop, ça s'affiche, ça disparaît, est-ce qu'on peut le garder, est-ce que je peux revenir en arrière en direct sur les caméras, ou est-ce que non, il faut juste que je sois très attentif et puis bing, quand je les vois, là, il faut que voilà. On imagine bien qu'opérationnellement, l'opérateur, il a envie de pouvoir revenir 20 minutes en arrière pour
pour voir s'il a bien vu l'alerte, si le truc. Voilà, mais tout ça avec plusieurs systèmes informatiques un peu différents. Je pense qu'il y a le système des caméras, il y a le système qui va analyser les flux d'images et qui va loguer les événements, qui va pas forcément garder les images d'ailleurs, qui va juste tout ça. Et après, il faut un autre système informatique qui va présenter cela à l'utilisateur, soit en lui disant bah, à tel timestamp, il se passe quelque chose, à tel endroit dans l'image, soit ça va être réintégré dans le système pour que ça s'affiche joliment avec un score, un petit tri, un petit rectangle. Okay. Mais, oui. Alors, merci. Moi, j'ai deux questions. Il y a une de... Alors, je me demande qu'est-ce qui fait avec les caméras mobiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez projet ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place? Les drones? Oui, voilà, les drones. Ou est-ce que l'envisage sur le corps du plateforme, etc. Et la deuxième question, c'est que alors, je travaillais sur les questions antiterrorisme et réaménagement urbain. Qu'est-ce qu'on fait avec les mobiliers urbains, comment on change en fait la urbain pour le rendre plus safe. Et par mes observations, j'ai constaté qu'il y a quand même des changements assez rapides et aussi avec une arrivée des caméras, ces questions d'application de l'IA pour observer l'espace urbain et sécuriser les citoyens. Je me demande en fait si vous faites aussi des constats sur l'interconnectivité, si vous voulez, avec ces objets, comme des bétons, comme des barrières, etc., couplés avec une logique d'application. Alors, du coup, la réponse va être plus longue, c'est l'inverse. Je crois, sous réserve, oui, je crois. Je pourrais revérifier dans la loi ou le décret, mais je crois qu'effectivement, alors les drones, je suis à peu près sûr que les caméras des drones sont potentiellement concernées par les systèmes dans la loi JO. Les caméras piétons des agents, je dirais plutôt non, mais c'est à vérifier. Ça parle d'aéronefs seulement. Ouais, donc je pense que ça doit parler que des drones. Parce que les caméras piétons des agents, elles ont elles ont des contraintes assez fortes de traitement aussi. D'enregistrement, parce elles sont enregistrées sur le truc et après elles peuvent être enregistrées quand on revient au commissariat, on repose le truc, ça enregistre. Tout ça est assez encadré. Donc peut-être qu'à l'issue de tout ça, on peut faire il y a aussi quand même, ce que j'ai pas dit, c'est qu'après il y a la question de l'IA en enquête. C'est-à-dire si je récupère des bandes de vidéosurveillance, et là, est-ce que je peux faire tourner une IA? Donc là, il y a un débat, notamment aux États-Unis, qui émerge sur une espèce de rétrospective là, enfin, le fait de dire trouve-moi telle personne dans ces 3 heures de vidéo. Donc ça, en France, ça existe en partie. Ça existe en fait de manière différente. Ça existe dans le TAJ, donc le traitement des antécédents judiciaires, enfin, je suis désolé, je fais une petite digression. Le traitement des antécédents judiciaires où il y a de la reconnaissance faciale. Et donc, on peut mettre une photo d'une personne en disant dis-moi si cette personne est déjà dans le TAJ avec sa photo. Par contre, on ne peut pas lui dire voici toutes mes vidéos, dis-moi tous les gens qui sont dedans. Par exemple. Et après, sur l'autre aspect, nous on n'a pas d'opinion sur l'aménagement urbain. Ce qu'on va avoir comme. Par contre, en tout cas, en entendant votre question, je me suis dit que ça pouvait jouer sur le principe de nécessité, de proportionnalité. C'est-à-dire, mais ça va plutôt dans l'autre sens. Ça va plutôt dire vous pouvez aussi aménager, si vous pouvez aménager l'espace de manière à éviter les sens de circulation. Il faut bien organiser les sens de circulation. Vous n'avez pas besoin de mettre de caméra pour vérifier qui va où tout le temps, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir des mesures d'organisation de l'espace qui font qu'il y a peut-être moins besoin de caméras. Je prends un exemple, on nous avait parlé d'un cas où on voulait faire le contrôle d'accès avec de la reconnaissance faciale, en disant c'est pour fluidifier le truc. Et puis, mais en fait, on nous disait aussi qu'il y avait une fouille au corps, toujours qui maintenait. Donc, du coup, le côté fluidifié avec la reconnaissance faciale, à partir du moment où il y a une fouille au corps, bon, je ne vois pas bien le temps qu'on gagne. Ce sera toujours la fouille au corps qui est le truc le plus long pour faire passer les gens. Et donc, ça ne sert à rien que la billetterie soit automatisée avec de la reconnaissance faciale. Vous n'avez pas gagné de temps, en fait. Du coup, dans un tel cas, c'est disproportionné. Dans un tel cas, en tout cas, c'est un peu dur à justifier. Sur le contrôle d'accès, il y a un cadre spécifique sur la biométrie, là, type 1, type 2, type 3, et donc, en tout cas, ça me semble compliqué de revendiquer le type 3, c'est en base centrale, sans badge, on va dire, pour ça.
Tu as d'autres questions sur les aspects techniques là, Pouvez-vous reformuler les questions des personnes en présentiel? Oui, Ok, on fera ça très pour bien. la suite. Pardon. Ok. J'avais retranscrit de manière très résumée les questions au-dessus, mais on fera pour les prochaines. J'ai peut-être une petite question, mais ça va peut-être un peu sur la deuxième partie de l'évaluation. Mais en fait, dans quelle mesure est-ce que vous regardez que toutes ces questions techniques, elles sont quand même prises dans des contextes matériels. Enfin, vous l'avez dit, par exemple, quand on installe une caméra, qu'on veut imprimer des algorithmes qui soient adaptés, etc. Enfin, voilà, c'est tous ces petits paramètres qui s'ajoutent en plus après derrière. Enfin, une fois que, si vous regardez juste au niveau de l'entreprise, bon, bah, nous, notre algo, c'est ça, voilà. Ou quand on le met en place dans tel endroit, on va mettre tel paramétrage, mais on peut le changer par tel truc. Enfin, Peut-être on va y revenir sur la partie réglementation. Peut-être on va y revenir pour la partie réglementation IA, parce que enfin, c'est vraiment les débats des années à venir, je pense, du niveau de ce que j'ai décrit là, par exemple, pour le NIST sur la reconnaissance faciale. Enfin, ça demande quand même pas mal de moyens, y compris pour l'évaluateur, le régulateur. Et c'est pour une application qui est la reconnaissance faciale, en un pour un ou un pour n, enfin, dans des contextes en plus un peu techniques assez homogènes. Donc, on est au tout début des réponses à ça. Je vais y revenir peut-être sur la partie, notamment les exigences de la loi JO, comment on a fait ça. Alors, peut-être, je passe à la partie 2, là. Ouais. Il y avait encore autre chose. Très bien. Je vous propose de commencer sur les aspects juridiques, et puis avant de passer aux questions, on fera l'intervention de Ah, ok, très bien. Non, non, mais très bien, pourquoi pas. Ça marchera. Donc, une technologie. Donc, alors, nous, peut-être là, je vais faire en deux parties. Nous, on a un regard, en fait, un peu en opportunité sur la biométrie, et puis après, une analyse un peu plus juridique. En opportunité, ce qu'on a pu dire, nous, c'est que le fait que ce soit une analyse automatisée d'image, ça change un peu l'ampleur, enfin, ça change un peu l'approche de la vidéosurveillance classique. On a eu il y a 30 ans, quand on était 30 ans, le débat sur la vidéosurveillance, on a eu pendant un certain nombre d'années, en disant, voilà, en ayant des craintes sur les risques, enfin les libertés des personnes qui se matérialisent plus ou moins, on va dire, mais qui se matérialisent quand même un peu. Et donc là, on passe à une deuxième échelle en automatisant, ça, c'est évidemment pas la même chose, parce qu'un des facteurs limitants, enfin des facteurs, si je le dis très clairement, sans forcément que la CNIL le dise comme ça, mais un des facteurs protecteurs de la vidéosurveillance, c'est qu'il faut justement tout se taper de tout regarder, quoi. Donc, et donc ça coûte cher, et donc un des facteurs limitants des risques, c'est que bah, si je veux vraiment surveiller ma population, il faut que j'embauche plein de gens pour surveiller ma population. Et voilà. Donc automatiser ça, ça réduit mes coûts, et donc ça permet de dire des choses, avec en plus un deuxième aspect qui est cet aspect à l'insu des personnes. Donc, à une époque, sur la biométrie, on parlait de biométrie sans trace avec trace, mais notamment, c'est une des différences, par exemple, entre la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. C'est possible de récupérer votre empreinte digitale à votre insu, mais c'est plus compliqué que de récupérer votre visage. Votre visage, vous pouvez vraiment faire du traitement de données biométriques sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, si vous êtes tous intéressés à la question, maintenant, vous devez repérer les différentes caméras sous leur forme quand vous vous déplacez dans l'espace public, mais je pense que la grande majorité des personnes ne savent même pas forcément qu'un dôme comme ça, c'est X caméras qui sont en train de tout filmer. Euh, donc donc on a bien en fait un doublement, enfin, en tout cas une augmentation de la surveillance, et puis le fait que ça se déploie dans les espaces publics, c'est évidemment un point de vigilance particulièrement important pour nous, puisque c'est l'endroit où s'exercent de nombreuses libertés individuelles, donc liberté d'aller et venir, d'expression, de réunion, droit de manifester, liberté de culte, etc. Donc c'est un aspect, donc on rappelle toujours, avant de faire notre débat juridique, qui est un peu un rappel de principe aussi, qui rentre sans doute en ligne de compte aussi
notamment des juges constitutionnels quand ils évaluent les lois, qui est pris en compte objectivement aussi par, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur sur les lois JO, voilà, et qui les a conduits à prendre un certain nombre de faire un certain nombre de choix. On rappelle également l'anonymat dans l'espace public, alors qui est une notion qui peut prêter à débat, hein, parce que vous n'êtes pas vraiment anonyme dans l'espace public, puisque vous présentez votre figure, hein, les gens voient votre tête, mais vous avez le droit quand même de ne pas être forcément reconnu, même si vous pouvez être reconnu par votre voisin. Et puis, pardon. Et puis l'autre aspect, c'est cet aspect qui viendrait aussi sur des usages autres que, on va dire, sécuritaires, ou même d'ailleurs, enfin, sur les usages sécuritaires, c'est déjà une première question, mais qui en plus viendrait dans un usage un peu d'accoutumance à la biométrie, à la reconnaissance faciale. Alors là-dessus, pour être très honnête, on est nous-mêmes ambivalents, parce que on le dit, on n'a aucun problème avec Face ID, enfin, littéralement, quasiment aucun problème avec Face ID sur les smartphones. Et c'est probablement un des moyens d'accoutumance les plus importants des personnes à la reconnaissance faciale, et à la fois à les convaincre que ça marche bien, que c'est un peu sécurisé, que c'est pratique, etc. Mais notamment pour des questions d'architecture technique et puis de cadre légal, ça, c'est pas soumis au RGPD plus ou moins. On va dire que c'est pas soumis au RGPD, notamment quand tout est fait localement sur le téléphone. Et donc, du coup, il n'y a aucun problème. Je ne l'ai pas mis ici, mais sur la reconnaissance faciale, il y a aussi un débat qui est un peu difficile, parce que de fait, on parle quand on dit reconnaissance faciale, on parle de choses assez différentes. Typiquement, reconnaissance faciale dans l'espace public, moi, la première question que je vous pose, c'est par rapport à quelle base, quoi. Est-ce que c'est une base si c'est le fichier des personnes recherchées, c'est une première chose. Est-ce que vous cherchez à reconnaître les gens du fichier des personnes recherchées? C'est pas pareil que si c'est le traitement les titres électroniques sécurisés, où vous avez l'intégralité de la population française, ou si c'est le TAJ, traitement d'intelligence judiciaire, où vous avez pareil quelques millions de personnes, mais quand même pas tout le monde. Mais donc à la fin, la reconnaissance faciale, si vous n'avez pas de base, enfin c'est face à c'est soit en 1 contre 1, comme sur votre téléphone, c'est je vous reconnais vous, soit en 1 contre N, comme on dit, et ça dépend de quand. Mais pour autant, et particulièrement dans le quotidien, ça, en tout cas, le risque d'accoutumance est certain, a fortiori si c'est utilisé pour des usages commerciaux. Je vous invite à regarder pour le coup ce qui se passe aux États-Unis en la matière, où pour le coup, les déploiements de la reconnaissance faciale dans l'espace. Enfin, je vous invite à lire les super articles de Kashmir Hill, par exemple. Après, pour revenir sur la partie légale, donc, au final, notre analyse, c'est de dire qu'il faut une loi au titre de l'article 54 de l'article, enfin une loi notamment pour la partie police-justice, pour utiliser les caméras augmentées. Je vais y revenir, c'est un peu différent pour la partie commerciale. Notamment là, le comptage des masques de Data Calab qui avait fait pour le métro, d'ailleurs, c'était autorisé avec un simple décret ou arrêté. S'agissant donc de la loi, donc plusieurs choses, je vais y revenir. Alors, et ça va répondre en partie aux questions. Dans la loi, quelles sont les garanties que nous, on a retenues et qui nous ont conduit à adopter une approche qui est plutôt, on va dire, participante à l'ensemble de l'expérimentation? D'abord, c'est qu'il n'y a pas de biométrie, au sens pas de reconnaissance faciale. Donc, pour nous, c'était un choix important de limitation des risques. Et évidemment, dans les 7 événements qui ont été cités, c'est des événements importants. C'est pas tout à fait pareil que reconnaître, chercher quelqu'un, un interdit de stade, ou quelqu'un du FPR, ou etc., qui était quelque chose de beaucoup plus intrusif. Le caractère expérimental, j'y reviendrai, est un aspect important. Et puis, ce qui nous intéressait aussi dans le dispositif, c'était toutes les dispositions inspirées du règlement IA, et notamment celles dont vous parliez, c'est-à-dire les systèmes de caméras augmentées doivent respecter un certain nombre d'obligations. Donc, le système de contrôle des JO, je n'ai pas autant de slides que ça là-dessus, il a plusieurs niveaux. Bon, il y a un avis de la CNIL avant, il y a plein de rapports d'experts envoyés à la CNIL, etc. Il y a une attestation de conformité qui sera délivrée aux fournisseurs de solutions. C'est retenu par le ministère de l'Intérieur. L'attestation de conformité sera délivrée par le ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est marqué l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur.
aux fournisseurs de solutions, elle doit être conforme aux exigences de l'article 10, là, enfin, du grand 6 de l'article 10. Du grand 6 de l'article 10. Et elle liste un certain nombre de points, dont des points qui sont assez nouveaux. Ils doivent, par exemple, être conformes. La représentativité des données doit être assurée, des données d'entraînement. La détection et la correction des biais, il doit y avoir une détection et une correction des biais, une détection et une correction des erreurs, et il doit y avoir un contrôle humain. J'en cite que quelques-unes, mais si vous dans la loi, c'est vraiment écrit très, très clairement. Donc ça, c'est les ajouts qu'a fait le Conseil d'État, en fait, sur le projet de loi, hein, au moment de l'avis au Conseil d'État, et inspiré par le travail du Conseil d'État sur l'IA dans l'administration qui est sorti l'année dernière, et inspiré beaucoup par le règlement IA. Et nous, on nous a donné une mission d'accompagnement des acteurs pour respecter à la fois le RGPD et ses dispositions du RIA, et puis un pouvoir de contrôle aussi de l'ensemble de ces dispositions. C'est-à-dire en amont de l'attestation de conformité, d'accompagner les acteurs industriels qui proposent des solutions au ministère. Ouais, alors en amont ou en parallèle. Donc à un moment, la question s'est posée, est-ce que c'est la CNIL qui doit délivrer l'attestation de conformité? Non, c'est l'autorité administrative qui délivre l'attestation de conformité, mais pour autant, la loi nous a donné des pouvoirs, notamment d'aller vérifier le respect de la loi. Donc en pratique, si vous avez cité différents points de décret, il y a 2 autres documents importants qui sont sortis. Il y a le marché qui est sorti pour permettre au ministère de l'Intérieur de choisir les solutions. Donc le marché est fermé, ils sont en train de dépouiller, et donc ils vont choisir les solutions, donc avec un marché qui de mémoire est alloti selon 3 zones, l'Île-de-France, PACA et le reste de la France. Et dans chaque zone, les fournisseurs de solutions doivent couvrir, je crois, il y a 3 usages sur les 7. Il y en a 3 qui doivent être couverts obligatoirement, et les autres sont en option. Donc enfin, si vous pouvez comprendre concrètement comment ça se passe, ce marché, il décrit assez bien comment en fait les choses vont se faire. Et puis quand on aura les allocataires du marché, on saura finalement. Donc il y aura plusieurs entreprises pour chacun des 3 lots sur une partie des cas d'usage ou tous les cas d'usage. Et donc on saura, et nous probablement on refera une phase d'accompagnement. On a fait une première phase d'accompagnement entre la loi et maintenant. Pour les acteurs qui venaient nous voir, on leur a dit bah, OK, on peut vous poser des questions. Voici comment nous, on regarde ces aspects-là, comment le RGPD, etc. Et puis on refera sur les gens qui ont été sélectionnés. Il y a un autre marché qui est sorti, qui est le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait, pour aider le ministère de l'Intérieur à justement faire cette attestation de conformité. Donc il y a un prestataire plutôt de certification et évaluation qui travaille avec eux pour les aider à attester la conformité. Alors, c'est hyper compliqué parce que y a un côté un peu poulet d'œuf. Déjà, il y a une partie où ils n'ont pas les données d'entraînement, et on leur demande de dire que les données d'entraînement soient représentatives. Donc, ça pose plusieurs questions. Hein. Représentative, c'est est-ce que doit être, du coup, si c'est le Japon, est-ce qu'on considère que c'est bon? Et puis, est-ce que c'est représentatif des situations? La ville dense, la ville pas dense, le 93-78, la campagne, la montagne, la mer, etc. Ou est-ce que c'est représentatif des populations, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, les gros groupes, les petits groupes, l'hiver, les gens avec beaucoup de vêtements, les gens en bikini, etc., etc. Donc et en fait là-dessus, nous les premiers échanges qu'on a eu avec les entreprises, notamment dans le cadre de l'accompagnement, c'est que enfin personne ne sait en fait. Et nous non plus on ne sait pas. Interpréter ce que veut dire représentativité. En fait, on sait ce que ça veut dire. Enfin, on sait comment le faire. C'est-à-dire qu'on dit, en gros, la bonne manière de faire, c'est de dire, bah, dans mon jeu de données d'entraînement, j'ai annoté les éléments dont je veux mesurer la représentativité. Personne ne nous a dit, j'ai annoté les blancs, les noirs, et personne ne fait ça. Une partie du sujet règlement IA, c'est justement, est-ce que j'ai le droit de faire du traitement de données sensibles couleur de peau, par exemple, pour vérifier l'absence de biais dans mon algo. Donc, question intéressante. Je pense qu'à la fin, la réponse sera oui, sous conditions spécifiques, mais sous conditions. Ou est-ce que je réduis, comme le NIST, à des règles de Fitzpatrick, vraiment de la couleur, des teintes de peau, sans du tout savoir, sans faire de la classification ethnique ou des choses comme ça. Évidemment, ce sera plutôt sur des choses comme ça en France, pour dire. Et au-delà de ça, voilà. Et puis même, est-ce qu'on fait des proxys? C'est-à-dire, est-ce que la représentativité, enfin, nous, dans notre réflexion interne, j'en le dis très librement, mais rien n'est gravé dans le marbre, rien n'a été validé par la CNIL. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait leur demander, par exemple, de nous faire une représentativité
en prenant le revenu moyen de l'IRIS, de l'INSEE, de la collecte d'entraînement. En disant, bah, OK, on n'a pas de truc, mais ça nous permet de nous assurer que le truc n'est pas entraîné pour marcher dans les quartiers populaires uniquement. Mais il faut qu'il marche de manière homogène dans les quartiers riches pour pas avoir donné l'impression que vous allez avoir un truc. On n'en est pas du tout là. On a des gens qui annotent, ils annotent beaucoup les conditions météorologiques et un peu l'environnement. Enfin, les meilleurs, on va dire, en tout cas, annotent ça. Ils disent, voilà, c'est de la montagne, il faisait beau, il y avait de la neige, il y avait machin, parce qu'ils ont besoin de mesurer la performance, en fait. Enfin, les gens sérieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça parce qu'ils ont besoin de donner des conditions d'usage à leurs clients. Ils vont dire, moi, mon machin, il marche dans ces conditions-là et il marche pas. Je considère, moi, contractuellement, je ne peux pas m'engager à ce qu'il marche quand il y a du brouillard, par exemple. Donc, j'ai besoin d'annoter les situations brouillard, pas brouillard, etc. Et sur la partie biais de représentativité sur les populations et du coup biais de population ou erreur sur les populations, tout le monde est beaucoup plus prudent, évidemment. On a eu très peu de choses. Nous, le conseil technique qu'on donnait, c'était commencer à réfléchir à avoir des choses typiquement par âge et genre, au moins. Posez-moi la question d'annoter vos échantillons âge et genre et de le mesurer, du coup, de vérifier que homme-femme, vous n'avez pas des hommes-femmes et âge, vous n'avez pas des différences trop importantes. La partie ethnique étant évidemment beaucoup plus sensible. Donc là, on ne savait pas nous donner de conseils. Voilà, nous, il faut qu'on en reparle à la commission plénière, il faut qu'on évalue l'ensemble des critères. Mais enfin, nous, en tout cas, on trouvait ça vachement très intéressant dans cette loi, le fait qu'il y ait ces obligations-là. Il est probable que peut-être le ministère intérieur, dans son évaluation, il ne regarde pas les choses de la même manière que nous. Voilà. Mais nous, on y voyait aussi un moyen de poser les termes du débat, d'organiser un dialogue avec les acteurs industriels pour dire, OK, vers quoi on va, qu'est-ce qu'il faut développer, etc. Et sur le contrôle humain, là, c'est un peu différent. Je vais me terminer un truc. Sur le contrôle humain, c'était plutôt une contrôle. Il y avait l'aspect, c'est bien, une des réponses, ça veut dire c'est juste un signalement d'attention. C'est juste une information donnée à des gendarmes ou des policiers ou des gens de la RATP. Mais après, eux, le contrôle humain, de toute façon, in fine, parce que c'est eux qui prennent n'importe quelle décision à l'encontre de personne. Il y a un bouton pour arrêter le truc. C'est-à-dire arrêter le truc. Il y a une exigence qui est de dire je dois pouvoir arrêter le système. S'il n'arrête pas de me faire des alertes, par exemple, alors qu'en fait, visiblement, c'est une situation où il est mal configuré et il n'arrête pas de me dire attention, il se passe ça, alors qu'en fait, typiquement, je lui ai dit il y a un sens de circulation, je lui ai dit c'est ça le sens. Et puis, opérationnellement, sur le terrain, je lui dis non, mais en fait, on va changer le sens de circulation. À ce moment-là, les gens, on va les faire passer dans l'autre sens. Donc, du coup, il va pas arrêter de biper en disant tout le monde va dans le sens, pas dans le bon sens, quoi. Et donc, évidemment, sur un bouton. Donc, ça, c'est l'autre aspect contrôle humain. Et après, il y a tout l'aspect qui est aussi un peu compliqué, qui est vraiment la partie comment l'aide ne devient pas automatisée. Donc, on peut avoir aussi sur les radars automatiques, hein, évidemment, le côté quels sont les moyens donnés à un gendarme? Est-ce que c'est de la formation ou est-ce que c'est des scores, justement? Typiquement, des débats. Je suis désolé parce que je vous présente vraiment des débats sans qu'on apporte les réponses, mais un des débats, c'est est-ce que il vaut mieux lui donner juste une information plus ou moins conservatrice sur là, l'événement s'est passé, ou est-ce qu'il vaut mieux lui donner un événement avec un score qui permettrait de dire bon, bah, je fais confiance à la machine ou je fais pas confiance à la machine, j'ai un score dessus. Y compris est-ce qu'on lui présente les événements avec des scores bas, par exemple. Pour dire là, il y a des chances, du coup, ça réduit les faux négatifs. Je capte tous les points, mais par contre, il y a des faux négatifs qui sont mis avec un warning. Il y a des vrais, il y a des positifs, c'est-à-dire que vrai ou faux, qui sont mis avec un warning en disant je pense que c'est bon, mais franchement, je suis pas très sûr. Ça, pour être bien au clair, c'est les discussions que vous avez sur la manière d'interpréter cette règle légale d'un contrôle humain et ce que ça implique du point de vue en gros, de l'interface et des alertes visuelles générées, l'information des agents. Nous, voilà, on essaie de lire la loi en disant, du coup, il y a ça. Enfin, en tout cas, on se pose la question et on la pose au ministère de l'Intérieur et on la pose à son prestataire de dire, est-ce que votre attestation de conformité, elle doit aussi attester de la conformité de ce dispositif-là? Qu'est-ce qui est présenté enfin, voilà. Et après, peut-être qu'ils vont dire, nous, on atteste, il suffit de juste de mettre un carré rouge ou même juste une alerte rouge en haut et on considère que c'est OK pour le contrôle humain. Nous, on réfléchit à ces idées-là. Après, il y aura forcément un choix et je reviens à la partie expérimentale, on peut anticiper dessus.
le souhait de tout le process pour nous est aussi de dire, bah, et du coup, il faut qu'on puisse revenir sur tous ces choix-là pour les recommenter après coup, quoi. Qu'il y a un choix qui a du sens opérationnel, parce qu'à la fin, tout ça est pour sécuriser des événements, hein, c'est pas pour... Enfin, il y a une partie des industriels, ils veulent pouvoir s'amuser, ils veulent récupérer des données d'entraînement, ce que la loi leur permet de faire, des données de voie publique qui n'étaient pas accessibles avant, et un des gros objectifs industriels de la loi, c'est à avoir la possibilité de récupérer ces données d'entraînement avec beaucoup de garanties, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit de les réutiliser pour d'autres algorithmes que ceux qui sont utilisés dans l'expérimentation. Ils vont pas, s'ils font un algo qu'ils entraînent pour les JO, ils ne pourront pas le réutiliser pour, même à l'étranger, ou pour un autre truc. Il faudra tout refaire le cadre. Mais voilà, nous, notre but est de dire il faut que vous fassiez des choix, que ces choix soient documentés et qu'on puisse en discuter après dans l'évaluation. Enfin, que nous, d'autres gens puissent dire, bah, finalement, après coup, il apparaît que. Ils ne peuvent pas réutiliser les données. Alors ouais, j'ai été très assertif, très affirmatif, mais je crois qu'ils ne peuvent pas réutiliser ils peuvent pas réutiliser les données, ça c'est sûr. Ils ne peuvent pas les conserver. Les données sont conservées par le ministère de l'Intérieur, en fait. Et je crois même qu'ils ne peuvent pas récupérer les modèles qu'ils auront entraînés sur ces données, ils ne peuvent pas les réutiliser ailleurs. Ils peuvent par contre, s'ils ont appris à cette occasion qu'un réseau de neurones à 8 couches est meilleur qu'un réseau de neurones à 4 couches pour la France, ça, c'est une information qu'ils peuvent garder. C'est-à-dire, bah, quand je devrais réentraîner, quand on me redonnera les données, je pourrais réentraîner. Au lieu de tester 6 réseaux de neurones, je sais déjà celui qui est le mieux, celui qui marche le mieux sur ce type de données. Et donc ça, c'est quand même de la connaissance. Mais c'est pas les modèles eux-mêmes sont pas. Évidemment, je parle de gens qui respectent la loi, euh, donc ça, c'est la partie JO. En JO, c'est un peu différent. Donc la difficulté en JO, je vais aller un peu plus vite parce que c'est ce qu'on a dit dans les caméras augmentées. En JO, la difficulté qu'on a sur un traitement de données de l'espace public, donc non biométrique de notre point de vue, c'est le droit d'opposition. On peut informer les gens avec des petites affiches. Bon, c'est plus ou moins un truc, mais bon, on peut plus ou moins les informer. Par contre, c'est quasiment impossible pour eux d'exercer leur droit d'opposition, qui est un droit qu'ils ont quand c'est cette base légale-là, ce qui est un peu différent de la base légale. En gros, quand c'est les JO, c'est la base légale de l'intérêt public. Donc, c'est une base, voire de l'obligation légale, donc c'est une base spéciale. Et quand c'est commercial, bah, je vais être sur l'intérêt légitime ou le consentement. Si je suis sur l'intérêt légitime, je dois organiser un droit d'opposition, les gens doivent pouvoir s'opposer. Et en fait, à la fin de notre conclusion, et dire c'est pas possible de s'opposer à. Voilà, il y a des gens qui nous ont dit bah, moi, si vous voulez, je détecte quand les gens font non la tête. Et quand c'est non, je les mets pas je les suis pas, je les compte pas, je fais rien. Et donc, bon, là, on a dit, les gens vont pas passer leur vie dans le métro à faire non de la tête pour éviter. Il y a des gens qui disent, bah, on peut faire des couloirs où il y a des trucs vidéo, d'autres qui n'en a pas. Non, ça marche pas. Donc en fait, ça marche pas. Donc du coup, il faut pouvoir lever le droit d'opposition. Et donc pour ça, il nous faut un texte à minima réglementaire conforme aux conditions posées par l'article 23. Donc c'est ce qu'il y avait eu sur le comptage de masques pour le Covid. Voilà, il y a un texte réglementaire qui dit qu'il n'y a pas de droit d'opposition sur ça, vu compte tenu des mesures. Et notamment dans les mesures, il y avait le fait que c'était anonymisé à très bref délai, de l'ordre de la seconde, en moins de X secondes, il n'était sorti qu'un taux de masque. Voilà, et ça faisait partie des mesures de protection. Sachant qu'évidemment, quand en plus vous faites un truc comme ça, privacy by design, vous anonymisez à très bref délai, l'exercice des droits est particulièrement compliqué parce que c'est très dur de vous retrouver, puisque vous avez tout effacé très vite, donc on a aussi un arbitrage de ce type-là. Et l'autre aspect qu'on a dit pour le point, c'est qu'on a autorisé les traitements, enfin, in fine, en fait, on finit par autoriser un traitement à des fins statistiques. Donc, en fait, on a un peu généralisé le cas des masques. Je ne suis pas très précis, je ne suis pas juriste. Donc, en disant, si c'est pour faire que des stats, ça n'a qu'une finalité statistique non directement opérationnelle, vous pouvez exclure le droit d'opposition. Donc, c'était typiquement le comptage de personnes. Donc, il y a une entreprise qui vient me voir pour dire je compte des personnes dans le métro. Si c'est que compter des personnes, ça ne conduit pas
à des interventions auprès des personnes, contrairement au JO. Ça ne conduit pas, il n'y a aucun lien entre le dispositif de comptage et l'intervention. Voilà. Alors, il y a forcément un lien, parce que si je fais de la statistique sur les endroits où sont les trucs, peut-être que je vais répartir mes contrôleurs en fonction de ces statistiques, mais d'où le non directement opérationnel, qui veut dire qu'il ne faut pas que le lien soit. Il ne faut pas que je déclenche des contrôleurs, par exemple, parce que la stat m'a dit que maintenant, il se passe quelque chose à tel endroit. Par contre, qu'après la stat me dit qu'en pratique, tous les gens passent par telle entrée plutôt que telle autre, et que du coup, je décide de mettre mes contrôleurs 4 fois sur 5 à ce moment-là plutôt qu'à l'autre. Bon, c'est un aménagement pas hyper simple à manier, hein, parce qu'évidemment, les gens viennent voir avec des choses. On a ajouté d'autres aspects juridiques dont je ne parlerai pas trop parce que c'est pas des slides qui mais on a pu ajouter des mesures additionnelles, dont celle le fait que ce soit physiquement accolé à des caméras, le fait qu'ils aient approches frugales, et éventuellement des aspects sur la qualité des images. Des cas où si vous voulez juste compter les personnes, vous pouvez utiliser des caméras thermiques plutôt que des caméras normales. Donc en flux de données, ça permet aussi de compter juste, vous êtes sûr de ne pas avoir des tournements de fil. Ça, c'est les lignes directrices. Hein. Ça, c'est l'avis, je crois, c'est l'avis qu'on a fait sur le caméra. C'est un avis donc, qui s'impose dans l'interprétation, s'impose aux acteurs du secteur. Ouais, pour la partie commerciale. Voilà, en JO, commercial. Et donc après, il y a toute la zone grise aujourd'hui. Il y a deux aspects qui sont la zone grise. Il y a les traitements des collectivités territoriales. Donc les gens qui font du CSU. Où il y a à la fois beaucoup de discours politiques des responsables des discours commerciaux d'entreprise, et puis une réalité qui est parfois pas aussi. Alors, la bonne ou la mauvaise nouvelle, voilà, parfois la réalité, en fait, il n'y a pas grand-chose. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Même si le maire a dit j'ai un super système qui détecte plein de trucs, en fait, parfois, il n'a rien du tout. Voilà. Parfois, c'est juste des trucs très très simples, du style franchissement de zone. C'est variable. Et puis l'autre aspect qu'on voit, c'est les magasins autonomes. Il y a une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vision, voilà, qui font pas mal de systèmes comme ça. D'autres aspects, puisque la notation est faite. À Madagascar, par exemple. Voilà, qui pose d'autres sujets, même si c'est plus loin de nos questions. Vu l'heure, et vu aussi, non, c'est pas grave du tout, c'était très intéressant, je vous remercie. Vu l'heure et vu aussi, m'a recoupé le micro. je décide un peu unilatéralement de ne pas passer la vidéo de Caroline Lecanaros parce que déjà, c'est. Pardon. Non, c'est moi, il faut que l'un de nous deux. Je le garde et vous le coupez. Merci. Parce que c'est vrai qu'elle présentait ses travaux, par ailleurs extrêmement intéressants sur le plan juridique, autour de toutes ces technologies, mais je pense que ça dure 26 minutes et ça va ouvrir une série de questions peut-être. Voilà, il faudrait qu'on termine avant 16h, 15h50, pardon, et donc ça va nous emmener trop loin. Je pense que c'est plus intéressant qu'on reste sur cet échange ici. Est-ce que vous avez des questions du coup sur cette partie juridique? Alors, deux questions. En fait, on capte avec mon micro. Donc, bien sûr. Je pense que j'ai pas compris, mais les modèles qui sont utilisés qui viennent du coup d'entreprises privées, là, parce que j'ai compris, mais qui sont basés sur des modèles open source comme YOLO. Ouais. Est-ce que l'État a un droit de regard dessus? Est-ce que le public a un droit de regard dessus? Est-ce qu'on a accès aux modèles quand ils sont entraînés ou aux bases de données elles-mêmes? Et la question suivante qui en découle, c'est est-ce que, par conséquent, si on a accès ou pas vraiment à ces modèles, est-ce que la loi envisage ou prend en compte la possibilité que les gens, les citoyens lambda, fassent usage de stratégies pour flouer les algorithmes, comme des motifs et tout, qui pourraient passer un humain pour un toaster, par exemple? Alors, on va inverser le micro. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc c'est la question, c'est est-ce que les modèles, notamment open source, sont supervisés par les autorités publiques, et est-ce qu'il y a des choses sur la résistance aux attaques, à des attaques spéciales sur les modèles, notamment de vision? Franchement, on est au tout début de. Aujourd'hui, il y a un débat académique sur ça. Donc, il y a des gens qui attaquent, il y a des gens qui font des contre-mesures.
on n'est pas du tout aujourd'hui prêt à définir des règles claires. Donc nous, on observe, ce qu'on constate, c'est que, et c'est un peu le sens du règlement sur l'intelligence artificielle, et là, de la loi, pour nous, c'est justement de se construire, et en même temps, nous, on constate que ça prend quand même pas mal de ressources. Regarder, accompagner quelques entreprises sur quelques cas d'usage qui sont juste un truc à haut risque du règlement IA, c'est pas les RH, c'est pas le crédit, c'est encore autre chose. Ça nous prend déjà pas mal de temps et il y a plein de questions auxquelles on doit répondre, etc. Donc, ça ouvre cette question-là. Donc, aujourd'hui, l'évaluation le regard sur les modèles, il est plutôt fait par la communauté académique. Il y a des acteurs qui font de l'évaluation. Donc, aux États-Unis, le NIST, comme je l'ai dit, qui fait commence par l'évaluation. En France, on a le Laboratoire national d'essai qui a une équipe d'évaluation de longue date. En fait, qui travaille plutôt sur des applications. Tu vas plutôt travailler sur des applications critiques, donc typiquement sur les voitures autonomes, plutôt pour le coup, où il y a aussi ces mêmes modèles en fait de vision qui vont détecter. Là, moi j'ai appris il y a un mois qu'aujourd'hui, à partir de 2024, toutes les entreprises, toutes les voitures neuves vendues en Europe doivent avoir un truc anti-somnolence. Anti-somnolence, c'est une caméra qui est au milieu là dans votre caméra, un truc, et qui vous regarde et qui détecte la somnolence, qui détecte si vous êtes en train de dormir. Donc c'est de la caméra augmentée dans une voiture qui peut faire plein d'autres choses. Et donc là, pour le coup, dans cette sectorielle-là que je connais pas très bien, j'imagine qu'il y a eu de l'évaluation, il y a des taux de perf attendus, il y a des cas, il y a des protocoles d'évaluation, etc. C'est en plus des environnements assez contrôlés, puisque ça a toujours la même tête, l'intérieur d'une voiture. C'est assez facile, entre guillemets. Mais j'avoue que je ne sais même pas quelles questions ils se sont posées sur comment c'est évalué. Est-ce qu'ils regardent aussi les histoires de couleur de peau, typologie de personnes, etc. Euh, mais euh, voilà, donc aujourd'hui, pas beaucoup, un peu par les pairs pour ceux qui ont des connexions académiques. Et il n'y a pas beaucoup de normalisation là-dessus, autant sur la reconnaissance faciale, comme il y a vraiment des usages régaliens importants pour certaines polices. Il y a pas mal de besoins régaliens pour avoir des choses évaluées. Autant sur ce truc caméra augmentée, c'est plutôt une logique d'offre qu'une logique de demande. Et donc, voilà, la structuration de l'évaluation n'est pas encore faite. Et a fortiori sur les modèles d'attaque, qui sont assez bien documentés académiquement, mais où, voilà, ils sont pas. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu encore aujourd'hui de gens qui disent, bah, votre truc doit être robuste à toutes ces attaques-là. Voici toutes les attaques auxquelles vous devez être robuste, ceux auxquelles vous devez avoir une tolérance. Voilà. Mais après, nous, on avait publié. La loi JO prend pas. Non, non, la sécurité sur la loi JO, c'est vraiment la partie contrôle humain, le fait que c'est un signalement d'attention. Et c'est pas absurde, hein. Nous, le policier, il va tout de suite voir s'il y a un truc ou il n'y a pas un truc. En fait, si la caméra est de bonne qualité, il va tout de suite. Voilà. Et donc, le truc sur la loi JO va être plutôt d'ailleurs de dire comment on enregistre les faux positifs et les faux négatifs. Alors, plutôt les faux positifs a priori, parce que les faux négatifs, ils ne sont pas présentés à l'opérateur. Et comment, pour justement améliorer les algos, pour dire tous les cas où le policier a dit non, mais tout ça, c'était n'importe quoi, c'est n'importe quoi, qui permettrait d'améliorer l'algo en conditions réelles. Il n'y a pas ce type de dispositif là. Si, je pense. L'assistance à la réhabilitation de la part je pense que tout le monde se dit qu'il faudrait le faire, mais concrètement, les policiers, ils sont pas là pour labelliser des données, quoi. Donc, il faut que le système soit suffisamment intégré pour. Voilà. Si j'ai un système qui est informaticien, me dit non, l'alerte, j'appuie sur un bouton qui dit non, c'est pas une alerte, merci d'enlever l'affichage, de l'acheter, etc. Bon, après, ça, c'est une donnée qui est loguée et qu'on peut aussi utiliser pour la labellisation après. Sur le faux négatif, c'est plus difficile. Juste une petite question sur les éléments de calendrier, parce que du coup, on en est où là concrètement dans la mise en œuvre du dispositif? On en est encore à la phase de conception, au tout début de cette phase? Là, on est à la phase. Donc, moi, ma compréhension, c'est qu'on est à la phase de conception. Il y a le marché. Donc, ensuite, il y aura une sélection des acteurs du marché. Ensuite, il y aura une. Et ensuite, oui, parce que j'ai commencé à expliquer les dispositifs de contrôle. Les dispositifs de contrôle, c'est attestation de conformité ministère de l'Intérieur, puis autorisation préfectorale pour chacun des dispositifs. Et puis là, autour de tout ça, contrôle de la CNIL. Donc nous, on a une phase d'accompagnement qu'on projette plutôt jusqu'à la fin de l'année. On verra ce qu'on arrive à faire une fois qu'on aura les noms des entreprises. Et puis plutôt une phase de contrôle en 2024.
Et donc, on verra si ça se portera sur les JO ou sur d'autres événements. Selon lesquels. D'autres questions? Je vais me permettre d'approcher mon micro pour que Jean-Louis m'entende. Et je coupe le mien. Oui, on le remet. C'était sur le calendrier pour la loi JO et le fait qu'est-ce que les expérimentations qui allaient être vraiment contrôlées et mises en œuvre, ça allait pas être plutôt après les JO finalement. Ça, c'était ma première question. Et après, je me demandais deux autres trucs. Est-ce que qu'est-ce que vous faites des données d'entraînement qui sont des données produites par IA? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Parce que j'ai l'impression que là, dans la littérature récente sur ces questions, ça a l'air de produire des biais spécifiques, le fait de faire de l'IA sur des données produites par de l'IA. Enfin voilà, je sais que par exemple la gendarmerie, c'est une de leurs façons de résoudre certains enjeux techniques et juridiques. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Et dernière question, est-ce que vous regardez ce qui se fait, par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu la police de Londres qui a testé la reconnaissance faciale, donc ça a été évalué aussi par des chercheurs. Il y a notamment, par exemple, je pensais à ça pour les scores. Enfin, est-ce qu'on met oui ou est-ce qu'on, enfin oui non, ou est-ce qu'on met des scores et donc eux ils reviennent par exemple sur ce que ça produit. Est-ce que vous regardez aussi ces autres expérimentations ailleurs dans vos réflexions ou pas? Voilà. Alors, je reprends le son. Ouais. Alors, sur les données synthétiques, alors effectivement, ça a du sens typiquement pour les événements rares, là, comme les armes. C'est-à-dire, en fait, vous avez deux façons d'annoter. Soit vous, faites, vous prenez ça avec des acteurs qui vont porter des armes et qui vont les sortir, et puis du coup, vous annotez tout ça. Évidemment, c'est coûteux. Mais c'est pas exclu. Hein. Il y a des gens qui me disent, c'est ce qu'on sait, ok, on va faire ça, on va mettre des acteurs. Soit vous faites effectivement des données synthétiques, vous créez des vidéos avec des gens, vous rajoutez des armes sur des gens, par exemple, sur des vidéos, et vous essayez ensuite de redétecter. On suit, en fait, là, c'est vraiment la difficulté du sujet, c'est qu'en fait, on suit, on observe, on voit, on flague ces trucs-là, et après, on n'est pas, à nouveau, on n'a pas de conviction, et je ne suis pas capable de vous dire s'il faudra traiter ce cas spécifique ou si on considérera que finalement c'est déjà bien d'avoir des données à noter ou si au final, j'espère que l'évaluation permet de dire non mais là, c'est effectivement les performances sont trop basses et c'est trop compliqué et même avec des données synthétiques, peut-être les performances restent trop basses et donc le cas d'usage, peut-être ARM, il est peut-être encore aujourd'hui un peu vain. Et sur l'autre question qui était sur, oui, sur ce qu'on regarde les autres, un peu. Voilà, mais c'est vrai que là, dans les délais, on est nous-mêmes un peu concentrés. Mais donc, nous, on a créé un service de l'intelligence artificielle avec 5 personnes. Bon, voilà, qui sont un peu là pour passer du temps là-dessus, mais pas, voilà, enfin, c'est plus sans forcément faire des revues de littérature à chaque fois sur chacun de ces aspects. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, mon espoir, c'est qu'avec le règlement IA, et on espère que les moyens qui iront avec, on aura des vraies démarches structurées. Moi, à nouveau, je trouve que la démarche du NIST, qui a plein de trucs, elle est très, très technique, assez peu, enfin, elle est très technique, quoi. Elle vise à évaluer un problème, une question technique, mais mais elle a le mérite d'être carrée, d'être transparente, d'avoir plein d'étapes de consultation, d'être itérative. Et moi, je suis en praticien, enfin en tant que praticien de la régulation en tout cas, je pense que c'est sur un sujet comme ça aussi mouvant. Voilà, il faut prendre le risque de dire bah, c'est ça la règle, et puis, mais par contre, dans 2 ans, on va réévaluer la règle, on regarde la littérature, et voilà. Et donc il y a des choses qui ne marcheront pas au début, qu'on ratera, et puis on les récupérera. Et sur le calendrier pour les JO, bah, moi je pense que sur les cas d'usage, là, il y en a qui sont prêts, hein, les entreprises. Donc, ils savent faire un truc, quoi.
Après, est-ce qu'ils vont récupérer l'attestation de conformité qui va leur dire oui, c'est bon, c'est suffisamment de trucs. Ce qui se passe, c'est qu'à ce stade-là, dans les délais, on ne sait pas non plus attester ou évaluer les performances chiffrées. C'est-à-dire, votre système doit avoir enfin, moins de 2% de faux positifs et moins de 1% de faux négatifs pour la détection du sens. Bon, le sens, c'est peut-être un des plus faciles, mais en fait, mettre un chiffre, c'est compliqué. Et pour répondre à la partie open source, où je n'ai peut-être pas complètement répondu d'ailleurs, dans le règlement IA, nous, il y a eu le débat sur la loi de est-ce que les données, au début, la loi, elle écrivait les données doivent être tout le temps accessibles, les données d'entraînement doivent être tout le temps accessibles. On a une logique de genre, il faut que la transparence passe par le fait qu'on ait accès aux données. Les deux obstacles à ça, il y en avait un qui était, il y a des gens qui disent, moi je réutilise un modèle, je ne sais pas quelles sont les données d'entraînement. Donc ça, on peut dire, ouais, mais c'est pas bien, il faut que vous sachiez, enfin, vu que les usages qui sont utilisés, il faut que vous sachiez quelles sont les données d'entraînement et donc vous ne faites pas ça, vous ne récupérez pas des modèles. Mais bon, il y a Ça, quand vous même. l'avez dit concrètement? C'est une Euh, règle que vous avez posée auprès des acteurs. c'est une règle dont. Alors, on s'est posé la question plutôt. On s'est posé la question et on répondra dans les 6 prochains mois sur la réutilisation de modèles, dans quelles conditions on fait la réutilisation de modèles. Là, la semaine qui vient, on va parler de la réutilisation de bases de données, où on va dire des choses qu'on a déjà dites cet été, mais on va dire, par exemple, vous pouvez récupérer des bases de données en ligne sur l'IA en général. Je ne parle pas sur des trucs sensibles, mais sur l'IA, vous pouvez récupérer et avec plutôt un test de manifestement illicite. Donc, si c'est pas manifestement illicite, voilà, vous devez faire un petit test de la base de données. Est-ce que voilà, c'est une base de données, de caméras, visiblement de caméras de police volées? Bon, ça, objectivement, un truc bof. Mais il y a plein d'autres. Si c'est ImageNet, a priori, je ne sais pas si on pourrait considérer que c'est manifestement illicite ImageNet, je sais. Mais bon, c'est la voie qu'on va. Illicite au regard des règles de droit des données personnelles et de la réutilisation de Illicite ces en données. général. Si vous récupérez des données de films, par exemple, vous Oui, savez droit que c'est d'auteur. illicite, il y a un droit d'auteur dessus, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Nous, enfin, les autres, je crois que les exemples qu'on donne, c'est données personnelles sensibles soumises à consentement explicite, par exemple des données de santé ou des données d'infraction. Bon, a priori, elles sont en ligne, c'est un peu bizarre. Sauf si vraiment il y a écrit noir sur blanc, oui, j'ai les consentements de tout le monde pour qu'elles soient publiées, etc. Données, il y a le droit d'auteur, et puis il y a aussi, par exemple, la récupération de données issues de violations de données. Typiquement en cyber, vous allez voir ça. J'ai tout un listing d'emails que j'utilise. Ça dit. Enfin, c'est pour faire une question difficile, par exemple, Have I Been Pwned, ils font ça. Mais bon, on va mettre sous le tapis ce cas particulier. Mais bon, donc on donne un cadre et du coup, donc on avait ce débat. Est-ce qu'il faut exiger ça? Et alors, pour le coup, dans les délais, pour le coup, c'était vraiment compliqué à partir du moment où ils n'ont pas de données de vie réelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils fassent intégralement l'entraînement. Là, ils vont être plutôt sur les cas d'usage qu'ils connaissent. Ils vont les recalibrer sur les événements en question. Voilà. Finalement, il y a des exigences, il y a les exigences que j'ai données, et dans le règlement IA, on avait aussi du coup regardé le débat sur le règlement IA, il n'y a pas d'accès sur l'usage à risque, il n'y a pas d'exigence de transparence des données d'entraînement. Par contre, il y a des exigences assez avancées de documentation. Et donc, ce qu'on pense, c'est que c'est ça qu'on va demander, c'est plutôt des exigences avancées de documentation, moi, ce que j'aimerais, tout en disant, mais si c'est open source, ça a quand même pas mal de vertus, parce que ça permet d'être regardé par plein de gens, et puis c'est plus facile, etc. Ça, c'est sur les données d'entraînement et les modèles à la fois? Ça, c'est sur les données d'entraînement et potentiellement les modèles. Alors, les modèles, oui. Mais l'exigence du règlement IA, c'est de la documentation. Et évidemment, les gens ne veulent pas. Voilà. Enfin, une partie des acteurs veulent faire de l'open source et d'autres non. Hein. Vous le voyez sur l'autre partie, sur la partie LLM, Meta ou Mistral font de l'open source, et Google et OpenAI non. Je suis désolé, j'ai l'abord. Toc, toc, toc. Et donc, du coup, je pense qu'ils seront capables d'adapter leur système. Et le dernier point, je ne sais plus, j'avais une question qui était là-dessus, c'est, encore une fois, ça va être assez différent, je pense, pour la partie JO. Il va y avoir toute une infrastructure à Paris, un peu spécifique. La préfecture de police, j'imagine qu'ils ont un grand projet avec beaucoup d'équipes. Voilà, de tous les autres cas où le dispositif pourra être utilisé, on verra finalement quels sont ces cas.
des marchés de Noël, un match de Ligue 1, voilà, des cas, un festival, des cas ponctuels où là, ce sera sans doute un déploiement un peu différent, un peu plus packagé, je pense, côté fournisseur de solutions. Il y a des questions? Il y a une question de Tamkin sur le Ouais. problème d'ImageNet, moins la qualité que la qualité, oui. C'est vrai. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué des zones grises tout à l'heure en parlant à la fois des usages, notamment des caméras intelligentes. Ouais, vous prenez le son. Je pense que je suis suffisamment prêt pour prendre en compte. Ouais, vous évoquiez donc les usages dans les supermarchés, notamment l'acteur Vision, et aussi les déploiements par les collectivités locales. C'est le département conformité de la CNIL, si je ne m'abuse, qui devrait s'occuper de ces cas-là, en tout cas faire appliquer le droit existant au regard de ces usages dans une zone où le droit applicable est... vous parliez donc de zone grise. Moi, il me semblait que c'était illégal, mais du coup, je voulais savoir un peu quelle avait été la stratégie de la CNIL au regard de ces usages-là, en fait, en l'absence d'un cadre juridique précis. Nous, on essaye on va essayer à la fois de consolider la doctrine. Donc, on a effectivement deux aspects. On a un aspect où on consulte les acteurs, les utilisateurs ou les fournisseurs de solutions pour construire une forme de doctrine. Donc là, c'est hors JO. Et répondre à cette question, est-ce que c'est illégal, illégal toujours, ou illégal sauf dans certains cas. Voilà. Il peut y avoir peut-être des cas où je suis un événement, j'ai une obligation légale de faire quelque chose, etc. C'est pas si simple. Voilà, CF, l'article de loi sur le dépôt de déchets, des dépôts sauvages, c'est suivant une loi que nous on suit pas du tout. Donc on a découvert il n'y a pas très longtemps que la loi autorisait les collectivités à déployer des caméras intelligentes pour détecter les dépôts de déchets sauvages. Voilà, je pense que nous on l'avait pas vu. Je sais pas si la Quadrature l'avait vu. Mais voilà, ça existe et c'est dans la loi, donc bon, on peut pas dire. Donc des fois, voilà. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des contrôles sur place? Et après, donc ça, c'est la partie doctrine où on essaie de comprendre vraiment la réalité des choses et appliquer le cadre légal. Et puis après, il y a une autre manière de collecter l'information, c'est de faire les contrôles. Et donc, on a annoncé qu'il y avait des contrôles cette année, à la fois sur la partie collectivité et sur la partie commerciale. Donc, je peux juste dire qu'il y a des contrôles prévus cette année sur ces deux aspects-là, avec un délai souvent assez long. Enfin, un délai assez long et probablement des points de doctrine qui vont revenir dans la commission plénière, enfin, qu'on va devoir faire trancher dans la commission plénière pour ensuite les appliquer en contentieux. Sachant qu'un des risques dans ces cas-là, c'est que le resto de traitement, donc le magasin, nous disent ah attendez, je savais pas, voilà, vous n'aviez pas dit clairement sur votre site que c'était illégal, ce qui est pas faux, hein, de fait, c'est pas faux. C'est des difficultés un peu induites par le RGPD au passage d'une logique d'accompagnement. Ouais, et puis c'est un peu la contrepartie d'avoir moi, ma vision de plus en plus maintenant, c'est la contrepartie d'avoir des principes très, très robustes du RGPD, qui s'appliquent à tous les systèmes depuis 40 ans, avec 4 révolutions de l'informatique entre-temps. Et ça marche, c'est toujours bon, la finalité, la proportionnalité, machin. Mais du coup, chaque cas d'usage demande d'être décliné pour dire, et en pratique, là, ça veut dire là que vous gardez les données dans la caméra et vous les anonymisez. Ah non, là, dans ce cas-là, vous pouvez sortir les données de la caméra, mais par contre, vous les gardez pas plus de 2 semaines. Ah non, là, vous pouvez les garder 6 mois parce que vous avez une autre raison de le faire. Et donc, du coup, c'est vrai que dès que je lève la main en disant non, je peux pas. Si je prends caméra intelligente, là, on a parlé truc public, on a sorti cet été un truc sur la surveillance d'examen. C'est pareil, hein, surveillance d'examen. Est-ce que je peux prendre le contrôle de la machine? Est-ce que je peux rajouter des caméras qui détectent des choses? Voilà. Donc là, reparler. Est-ce que contrôler l'attribution d'un diplôme, c'est une obligation légale? Enfin, on refait l'analyse juridique refaite quasiment intégralement sur un cas d'usage qui est à nouveau différent de. Mais le RGPD prévoit un petit peu ça aussi parce que si je ne m'abuse, il prévoit que dans le cas de nouvelles technologies emportant des risques particuliers en termes de droits fondamentaux et de liberté publique, les responsables de traitement sont censés vous consulter avant les déploiements, non? Alors non, il dit ils sont censés faire une AIPD, une analyse d'impact de la protection des données. Et si cette AIPD montre qu'il y a des risques résiduels importants, ils doivent nous consulter. Quelle évaluation vous faites de l'application Alors, cette application, c'est intéressant quand on doit discuter des textes, c'est qu'en fait, ce truc-là est fait pour ne jamais arriver. Puisque si l'entreprise arrive à des risques résiduels importants, elle ne doit pas mettre en œuvre le traitement. Donc, en fait, elle n'arrive jamais à des risques résiduels importants. Elle va toujours soit renoncer à mettre en œuvre le traitement et donc plus besoin de nous consulter, soit elle va ajouter des mesures de protection
qui vont réduire les risques pour que les risques résiduels ne soient plus importants. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de consulter la CNIL. Donc, il y a un aspect, je pense que les utilisateurs s'est dit, ah, c'est malin de faire ça, mais en fait, ça c'est effectivement quelque chose qui. Alors, ça n'empêche pas des entreprises de nous envoyer des AIPD, et sur toutes ces questions-là de caméra augmentée, on dit à tout le monde, faites des AIPD, envoyez-les nous, on discute de à la fois la partie technique et la partie juridique. Voilà, et c'est sûr qu'il faut faire des AIPD pour tous ces trucs. Ok. Il y a une question en ligne. Ouais, et après, bon, si vous avez une vision assez simple, Ouais, je veux bien. Là, ou Il me reste un point sur l'évaluation, mais j'ai un slide. 5 minutes. Ouais. Ouais, je peux faire un slide, de toute façon, je disais plein de choses que j'ai dit. Très bien. Alors, moi, je me demandais sur les moyens dont dispose la CNIL pour faire les contrôles, mais aussi sur les labels privés, par exemple, qui sont donnés pour attester que des technologies sont conformes aux règlements sur l'IA, par exemple. Est-ce que vous avez des interactions avec ces labels? Est-ce qu'il y a des labels privés qui sont ensuite approuvés par la CNIL? Ou est-ce que c'est complètement indépendant? Alors, sur les moyens, à la fois on mobilise nos moyens normaux, c'est-à-dire nos services de juristes et de contrôleurs qui s'occupent de ces questions-là et puis qui ont été staffés sur ce sujet caméra augmentée cette année, en partie. Et puis on a le service de l'IA, là, donc c'est une personne qui vient aussi en appui, notamment sur les parties de compréhension, là, tout ce qu'on a parlé de data poisoning, model poisoning, donc empoisonnement de données, empoisonnement de modèles, attaques sur les modèles ou sur les données synthétiques, enfin, où là, il y a des compétences spécifiques, mais bon, en pratique, hein, c'est 3 personnes qui. Voilà, mais ça permet déjà d'avoir une bonne vision de la littérature, de se tenir à jour, etc. Et sur la partie label, du coup, aujourd'hui, au titre du RGPD, on peut demander sur un code de conduite, c'est une certification. Je pense qu'il y a des acteurs de la vidéo qui commencent à se dire que ce serait bien de demander une certification RGPD de leur système, mais voilà, les discussions commencent. C'est pas encore. Voilà, ça reste une idée en l'air. C'est assez long, les processus de certification. C'est moyennement gratifiant parce que il y a une espèce de jeu entre les fournisseurs qui veulent avoir le coup de tampon CNIL, mais qui veulent pas non plus s'engager à faire des milliards de trucs en plus que leurs obligations légales. Donc, voilà, et donc parfois c'est un peu long. Et évidemment, ce sera très différent avec le règlement IA. Le règlement IA, on vise un accord de trilogue fin 2023, peut-être début 2024, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, je crois que tout le monde a l'air de vouloir le faire soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. Et là, c'est vraiment un système d'évaluation. Donc avec cette histoire, enfin je ne sais pas à quel point je peux juste le présenter rapidement, mais dans le règlement IA, c'est ça, donc c'est des systèmes à haut risque, il y a des choses interdites. Donc peut-être que la reconnaissance faciale dans l'espace public sera interdite au titre du règlement, et à ce moment-là, tous nos débats français seront finis, ça sera plus pratique. Peut-être que non. Peut-être que oui, mais avec des exceptions pour la sécurité intérieure ou la sécurité nationale, ce qui est possible, ce qui serait déjà pas mal, parce que c'est à nouveau aux États-Unis. Si vous lisez les articles de Peshmerga, moi je dis que j'ai lu que cela, mais enfin, voilà, j'ai raconté mon histoire du Madison Square Garden, mais enfin, elle raconte, voilà, elle va au Madison Square Garden avec une amie avocate qui est dans un conflit juridique avec le Madison Square Garden. L'amie avocate ne rentre pas, elle a un billet valable. Il y a une IA qui lui dit non, non, cette personne-là est sur la liste noire du Madison Square Garden, elle n'a pas le droit de rentrer dans cet endroit. Et donc, vu qu'elle rentre pas, quoi. Et donc, ils ont tout, enfin, il y a beaucoup de magasins qui ont des listes noires de gens, de voleurs, de machins. Voilà, peut-être si on interdit ça, déjà, ce serait pas mal. Je pense que c'est interdit, mais si on redit, c'est pas mal. Mais peut-être pas pour la sécurité intérieure. Donc, à haut risque, à haut risque, en fait, on a une évaluation ex ante de la conformité. Donc, dans la plupart des usages à haut risque, dans les usages à haut risque, donc il y aura typiquement la reconnaissance faciale dans l'espace public ou même la détection de données physiques dans l'espace public. Et il y aura des choses comme un logiciel RH, l'administration de la justice, le crédit, le fait de délivrer un crédit, autorisé ou pas un crédit, par exemple, d'utiliser l'IA pour faire ce truc-là. La plupart de ces trucs-là sont sous le régime. Alors, il y a tout un débat entre le Parlement et le Conseil sur cette liste, bon. Et la plupart de ces trucs-là sont en régime d'auto-évaluation. Donc, il y aura une autorité qui va dire voici comment vous devez vous auto-évaluer, voici tous les critères que vous devez faire, et les boîtes le feront ou le feront faire à quelqu'un. Et il y avait un usage qui était l'image des personnes dans l'espace public qui est soumise à une évaluation parlementaire. Donc là, il y aura vraiment
on ordonnera à l'entreprise de se faire évaluer par le LNE ou je sais pas quel organisme qui aura un protocole d'évaluation qui évaluera, comme pour les voitures en fait ou les avions, typiquement les IA dans les périmètres, il y a l'aviation civile, donc les IA qui vont servir pour l'aviation civile. Je pense que la DGAC va dire, moi, je veux que vous fassiez évaluer par un tel bureau Veritas, je sais pas quoi, sur tel référentiel d'évaluation, vous devez avoir toutes les perfs qui vont bien, et si vous avez ça, ok, je vous autorise à utiliser l'IA. Pareil pour la partie santé, sur les dispositifs médicaux. Peut-être le dernier point que je peux dire sur l'évaluation, alors là, je parle de l'évaluation JO, beaucoup, qui est pas, donc je distingue l'évaluation des dispositifs, qui est celle dont je parlais, qui est plutôt une évaluation technique, comme celle du NIST dont j'ai parlé. Et l'évaluation JO, nous, on a dit qu'il y avait 3 aspects à évaluer, ce qu'on répète, qu'on martèle. C'est la performance technique, c'est-à-dire les faux positifs, les faux négatifs. Et donc là, dans l'espèce de poulet d'œuf de j'ai pas les données pour entraîner, donc je peux pas vérifier, je peux pas dire si mon truc marche. Donc la version qui est opposée à la vidéosurveillance dit bah, du coup, c'est bien la preuve que ça marche pas. La version qui aime bien dit bah non, en fait, c'est la preuve qu'on sait pas. Et donc, il faut qu'on sache, et donc il faut qu'on teste, et donc il faut qu'on expérimente en conditions réelles pour pouvoir tester. Donc bon, là, on a un cadre pour tester en conditions réelles. Donc, nous, on veut une évaluation sur la performance technique, donc false acceptance rate, false rejection rate, faux positif ou négatif. On souhaite qu'il y ait une évaluation sur l'impact opérationnel, donc utilisé par les. En fait, est-ce que ça a une utilité pour les forces de l'ordre? Parce que tout ça, c'est super, mais est-ce qu'en fait, en vrai, ça leur a servi à rien? Il y a eu trop de faux positifs, ils ont fait des interventions qui n'ont servi à rien. Ça vient perturber la chaîne de commandement. Est-ce que ça s'intègre bien dans le centre de commandement sur les gros événements, notamment les JO, mais même sur un événement, un match de foot, voilà, j'ai un petit camion avec une régie, enfin, avec un centre de commandement des forces de l'ordre. Voilà, est-ce que ça apporte quelque chose ou est-ce que c'est juste il y a une machine à côté qui fait bip et on est tout le temps de le regarder. Et puis l'impact sur la perception des personnes qui est beaucoup plus dur parce qu'en fait on anticipe évidemment que l'effet il est dans des délais beaucoup plus longs, l'effet il est à long terme, mais bon, donc nous on dit que comme cette période jusqu'en mars 2025 elle doit ensuite conduire à une sorte d'évaluation que nous on voit, c'est ce qu'on demande, je ne sais pas que c'est ce qu'il y aura, on voit plutôt voilà, sous forme d'enquête auprès des personnes, est-ce que vous étiez au courant, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous choque, ça vous choque pas, etc. Voilà. Et donc là-dessus, on leur dit, et ce serait bien de faire ça avec des gens comme vous, sans doute, typiquement pour ce 3e volet. Voilà, donc on attend maintenant le décret en Conseil d'État sur l'évaluation. Est-ce qu'il y aura un comité d'évaluation? Comment il sera composé? Vous aurez un avis à rendre? On a rendu un avis déjà sur un projet de décret. On attend la version finale du projet du décret qui doit sortir bientôt, là, que moi j'ai pas vu, mais voilà. On a essayé aussi de leur dire et nous, la position de la CNIL sur ce comité, sur l'évaluation, c'est qu'il doit être à la fois contenir des tiers, typiquement des universitaires qui vont regarder les choses. C'est pas des universitaires de computer vision pour les premiers aspects. Sur le premier aspect, c'est des universitaires de computer vision, plutôt les universitaires de SHS sur le 3e aspect. Sur le 2e, et on pense qu'il y a aussi dans l'évaluation, doit y avoir aussi des opérationnels. En fait, enfin, d'ailleurs, un dialogue en tout cas avec les équipes opérationnelles. À la fin, c'est quand même les forces de police qui savent si tout ça leur est utile ou pas utile. C'est tout. Et le rôle de la CNIL sur cette partie évaluation, du coup, reste à définir dans le décret ou la loi déjà des choses sur le rapport à remettre au Parlement? Je crois que tous les rapports d'évaluation vont nous être remis. Mais attendons le décret. En tout cas, nous, on aura accès à tout plein d'informations. Très bien. Et voilà, nous, on aimerait bien aussi qu'évidemment ce truc se fasse un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'un des points sur lesquels une partie commissaire de la CNIL est attachée, c'est que les critères d'évaluation soient définis avant l'expérimentation et pas après. Ouais. Ce qui est évident en méthode scientifique, ce qui est moins évident en méthode administrative, on va dire, d'expérimentation. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. J'ai largement fait 2 heures. Tout cet exposé. Pour les prochaines séances du séminaire, on aura en novembre, et j'oublie la date là tout de suite, Marie Lechner qui viendra nous parler de la critique de l'intelligence artificielle dans le champ artistique. Vous pouvez vous rendre sur le site du Centre Internet et Société pour retrouver le programme et vous inscrire. Merci beaucoup et à très bientôt.